Bonjour Arthur. Salut. Bienvenue sur InPower. Merci. Enchanté de te recevoir et de te rencontrer. Est-ce que pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites? Ouais, Arthur, je suis un entrepreneur optimiste, j'aime bien dire ça. J'aime le sport et j'ai entrepris il y a une dizaine d'années. J'ai commencé dans les communautés en ligne, voilà, si tu veux tout savoir. Okay. Donc, je créais des communautés sur les réseaux sociaux et ensuite j'en faisais des médias en les digitalisant avec une app, avec un site internet. Ouais. Et on a eu pas mal de succès. On avait une douzaine de millions d'abonnés sur l'ensemble de nos communautés. Et donc, ça m'a embarqué dans l'entrepreneuriat, puisque moi, à la base, j'étais en fac de sport. Donc, tu vois, je suis pas du tout le profil entrepreneur. Je suis allé en fac de sport parce que l'endroit d'où je viens, il y a que du sport à faire. Donc, soit tu fais du sport, soit tu meurs. J'ai choisi de faire du sport. Là, il y avait deux choix, quoi. On est à ce niveau-là. Okay. Et donc, aujourd'hui, je cofonde un projet qui s'appelle Time for the Planet, qui lutte contre le dérèglement climatique à grande échelle et qui est pas mal parti. Voilà. Ouais, génial. Bon, alors, plein de questions me viennent. Déjà, pourquoi de là d'où tu viens, c'est soit le sport, soit tu meurs? Alors, c'est un tout petit peu hyperbolique comme formulation, mais en vrai, c'est un petit village, comme je te disais, où il y a 200 habitants. Ouais. Donc là-bas, vraiment, tu as la nature partout autour de toi, les montagnes. Et moi, je suis né dans une famille de sportifs, donc c'est vrai que j'étais tout de suite le pied à l'étrier, comme on dit. Mais en fait, soit tu restes chez toi dans ton village de 200 habitants où il n'y a rien, soit tu sors et tu fais du sport parce que c'est grand, parce que faut monter tout de suite, donc tu es obligé de faire ça de manière sportive. Et donc, tu es tout de suite mis dans un monde où tu fais beaucoup de sport et où tu passes beaucoup de temps dans la nature. Et donc, moi, j'adore la nature grâce à ça. Et parce que, en fait, je me rends compte que c'est aussi une question peut-être de champ des possibles. Est-ce que du coup, toi, vu que tu viens d'une famille sportive, qu'il y avait beaucoup de sport à faire, tu as vu ça comme une évidence en termes de carrière? Ou est-ce que c'est aussi, je sais pas, en cours et tout, on vous montre pas les perspectives autres qui sont possibles? Parce que je trouve ça hyper intéressant aussi, l'influence que peut avoir notre environnement. C'est clair, sur notre futur, quoi. Ouais, sur qui on est, sur qui on veut devenir, sur notre imaginaire collectif. Notre ambition. Ouais, c'est clair. Écoute, c'est une bonne question. Je pense que vraiment, ton environnement, il fait 99% de qui t'es. Ton environnement humain aussi, évidemment, mais ton environnement géographique, ça joue beaucoup. Et je pense que moi, ça a beaucoup participé à ce que je fais aujourd'hui. Je n'aurais pas du tout, je pense, cette appétence à l'environnement, à l'écologie, si j'avais pas été aussi proche de la nature. Et tu vois, par exemple, un petit exemple que je trouve pertinent, j'étais donc dans le Jura, c'est les montagnes du Jura, donc c'est 1700 mètres maximum, donc c'est de la moyenne montagne. Il y avait de la neige à mort quand j'étais petit, tu vois, il y avait 2 mètres de neige, et en fait maintenant j'ai vu toutes les stations fermer une à une pour de vrai, et donc c'est très palpable pour moi, par exemple le dérèglement climatique, c'est un truc qui me touche forcément plus que le mec qui habite en centre-ville, parce que tu l'as vu. En fait, moi, je vois qu'il n'y a plus de neige, quoi, tu vois. Donc c'est des choses bêtes, mais en fait je pense que ça joue vachement sur tout ça. Et puis après, j'ai la chance d'être dans un endroit où c'est très calme et je passe beaucoup de temps. Je peux rester 8 heures en haut d'une montagne tout seul à regarder la vue. Et donc, je pense que j'ai découvert la méditation à 3 ans sans le savoir et que j'ai toujours médité, j'ai toujours fait le point sur qui j'étais, ce que j'aimais, où je voulais aller, parce que j'avais le temps de le faire, en fait. Le temps de me poser et de m'écouter moi, tu vois. Et c'est vachement rare, ça, dans nos vies à 3 millions d'heure. Ouais, c'est assez ouf quand même, parce que même ne serait-ce que d'avoir le niveau de conscience de le faire, c'est vraiment un truc qui est venu naturellement, genre ado, tu te posais et tu t'introspectais. Ouais, mais en fait tu le sais pas. Ouais. Tu vois, j'ai écouté Mathieu Ricard l'autre jour, il disait mais en fait faut arrêter la méditation là, c'est devenu marketing presque, tu vois. En fait la méditation, c'est chacun médite comme il souhaite et tu sais pas que tu médites, mais en fait être assis tout seul, regarder une vue et se poser des questions sur toi, c'est méditer en fait. Et donc moi je faisais souvent le point et je continue de le faire et je pense que c'est quelque chose qui apporte beaucoup de valeur. Et tu vois, je me pose toujours ces mêmes questions quand je vais souvent en haut d'une montagne en courant. Je me pose en haut et je me dis qu'est-ce que je ferais de plus avec 1 million d'euros de plus? Et tu vois, vraiment, je me pose toujours cette question et je n'ai jamais trouvé de réponse. Parce qu'en fait, quand tu es là-bas, moi personnellement en tout cas, je suis très heureux, j'ai tout ce qu'il me faut, tu vois. Et je pense que la nature, est-ce que tu as vu le reportage, le film documentaire qui s'appelle Natura? Non. Eh il faut absolument que tu le regardes. Bordel. Ok, trop cool. Non, on part avec une recommandation à même pas 10 minutes de l'épisode, c'est génial. Non, franchement, c'est super intéressant, ça montre... Mais du coup, tu auras peut-être un point de vue intéressant aussi, mais ça montre comment les comportements en ville et la santé physique en ville est complètement altérée par rapport à la nature. Les taux de schizophrénie, de dépression, ils sont multipliés, c'est monstrueux. Enfin, vraiment, il y a plein de trucs intéressants. C'est génial, c'est très rassurant tout ce que tu me dis. C'est extrêmement rassurant. Mais c'est intéressant. J'aime beaucoup cette question aussi de qu'est-ce que je ferais, qu'est-ce qu'on ferait si on avait 1 million d'euros de plus. Moi, je me la pose un peu différemment. C'est plus qu'est-ce que je ferais même si j'étais pas payée pour le faire. Ouais. Je trouve ça hyper représentatif de ce qu'on aime fondamentalement faire. Et du coup, toi, t'as aucun moment donné de ta vie
à cette question, tu t'es dit je ferais plus ça ou ça. Donc tu as toujours été super aligné avec ce que tu faisais. Non, pas toujours, on va pas non plus se mentir. En fait, je me suis désaligné au fur et à mesure de ce que j'ai vécu. Mais en fait, ce qui est dingue, c'est que moi, donc en fac de sport, t'as 6 mois de vacances par an. Voilà, il faut le savoir. Si vous avez envie de faire un truc, savais pas. c'est totalement fou. Et donc quand t'as fait tes 2 heures de sport, tu te fais chier. Et donc moi, j'avais vraiment besoin de créer des trucs. Donc je créais plein de trucs. C'est comme ça que ça a commencé. Mais en fait, ce qui est dingue, quand j'y réfléchis, c'est que mon métier, c'est ce que j'ai fait quand je m'ennuyais en vacances. Tu vois, ce qui est devenu mon métier, c'était ce que je faisais en vacances, quoi. Et donc, j'ai trouvé ça ouf. Donc, franchement, je pouvais difficilement être plus aligné. Par contre, au fur et à mesure de mon parcours entrepreneurial, tu vois, à un moment, je me suis retrouvé à gérer l'Europe pour un réseau social américain qui s'appelle Thriller, qui a une centaine de millions d'utilisateurs. On a commencé le truc, on était 3. À la fin, on était 300, donc c'était hyper excitant comme aventure. Tu vois, on emmenait tous les influenceurs justement à Los Angeles. J'avais été contacté pour la plateforme. Voilà. Du coup, je sais pas si c'était toi, mais Laureline avait été contactée, mais on n'avait pas. Carrément. Ouais, on n'avait pas, je sais pas. Je m'étais dit non, ça me paraît étrange. Ouais, on avait des gens qui contactaient plein d'influenceurs justement toute la journée. Alors nous, on les emmenait plus, mais ça faisait partie de la stratégie. Ouais. Et donc ce truc-là, typiquement, à un moment, je me suis dit, mais en fait. Quel est le but, tu vois, genre pourquoi faire danser ces gamins un peu dégénérés quand même pour la plupart sur cette appli, pourquoi je me lève, et si tu veux, je voyais plus vraiment de but à tout ça, et je le faisais presque que pour l'argent à la fin, bien que ça ait jamais été mon moteur au démarrage, mais en fait à la fin je me disais quand même, tu vois, et en fait je me suis dit mais ça n'a aucun sens, j'arrête ça. Et il m'avait fait une très grosse proposition et que j'ai refusé spontanément. Je me rappelle, ça m'avait vachement même moi j'étais choqué parce que ils m'ont fait cette propale au resto et je me rappelle que j'ai dit non merci, tu vois, genre spontanément comme ça, naturellement, en mode gros chèque, non merci, ça ira. Ouais. Vraiment, franchement c'était vraiment un gros truc, mais en fait j'avais pas envie de ça. Et je pense que tu vois, j'ai eu la chance aussi de vivre dans un environnement qui m'a énormément stabilisé sur toutes ces questions-là. Et justement, la nature, j'y reviens, mais c'est quelque chose où t'as pas besoin d'argent, tu t'en fous, t'es heureux simplement. Et je pense que ça, c'est ma plus grande chance, c'est d'être né aussi dans un endroit où j'ai appris très vite ça. Parce que ici, quand t'es au milieu d'une ville, c'est bête, mais tout te renvoie à l'argent. Tout a un coût. Tu vois, tu peux pas t'acheter des trucs. Tu peux aller au parc un peu, mais voilà, tout d'un coup, c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que la nature est accessible gratuitement, quoi. Donc, oui. Ouais. Le pouvoir de la nature. Et quand est-ce que tu réalises ça? Parce que je trouve que c'est difficile quand on est sur une voie, qu'en plus il y a la chance qui te sourit, qu'il y a la reconnaissance des pairs, beaucoup de trucs qui peuvent mettre un peu des œillères. Ouais. Quand est-ce que tu te réalises qu'en fait, là, t'es plus trop aligné? C'est une bonne question. Je sais pas si je l'ai réalisé vraiment d'un seul coup. Si, j'ai quand même eu une soirée où justement on était avec plein d'influenceurs justement en boîte, machin. Là, on les emmenait tout le temps. Tu sais, t'avais genre Thriller, tu sais, genre toutes les lumières qui s'allument toutes les 3 minutes. Les gens, ils en pouvaient plus. Tu sais, ils t'amènent des champagnes, machin. Et donc moi, j'en avais marre. J'étais le seul mec qui buvait pas dans ce truc. Et donc j'en avais un peu marre. Et un soir, je suis parti un peu plus tôt. Et je marchais dans la rue. Et en fait, j'ai vu une femme qui était une SDF. Ouais. Qui avait l'air pas bien, quoi. Et en fait, je sais pas, et j'avais pas bu, hein, mais j'ai eu vraiment l'impression de voir ma mère pendant 20 secondes. Et en fait, je sais pas, ce truc-là, c'est une petite anecdote, mais tu vois, ça m'a vraiment traumatisé. Je me suis dit, genre, je sais pas, je crois que c'est pas le bon truc là que tu fais, tu vois. Et en plus, moi, j'ai toujours été hyper simple, je me payais jamais avec ma boîte avant. Tu vois, je vivais avec 500 balles par mois et ça m'allait bien. Et en fait, je m'en sortais bien comme ça. Et je pense que la réussite dans la vie, c'est d'être entouré de gens inspirants, enrichissants, avec qui tu te sens bien, tu vois, où tu sens que tu progresses, qu'il y a rien de toxique, que tu t'élèves. Et donc, j'ai jamais eu besoin de grand chose en fait, parce que j'ai été entouré de gens comme ça très vite, des musiciens, des artistes, et donc je me sens tout le temps un peu en train d'avancer. Donc, je sais pas, j'ai eu un peu ce déclic ce soir-là, et je me suis dit, faut que je consacre ma vie à des trucs qui font plus de sens. Et je pense qu'on a tous envie de se sentir utile, tu vois. Finalement, on est tous pareils, les humains, on n'a pas beaucoup de différence, on a juste envie de se sentir utile, tu vois. C'est comme ça qu'on existe. Et je pense que je me suis dit, t'es pas utile, mec. Enfin, tu vois, t'as peut-être d'autres trucs à faire. C'est ce que dit Cyril Dion, j'aime bien, il dit faut que tu trouves ce truc que tu peux apporter au monde et que tu le prennes dans tes bras, putain, tu vois. Et en fait, moi, je me disais là, j'apporte pas ma vraie valeur, quoi. C'était très sympa, j'ai adoré, c'était une expérience folle, j'ai appris l'ambition, j'ai appris plein de choses. C'était dingue, tu vois, il y a peu de gens qui ont eu l'occasion de faire des trucs comme ça. Mais en vrai, j'apportais rien de vraiment utile. Et ça a duré combien de temps, cette partie-là de ta vie? Ça a duré 9 ans. En fait, oui, quand même. Ouais, j'ai monté ma première boîte, j'avais 17 ans. Ouais. Donc, et tu vois, aujourd'hui, j'ai 27 ans. Donc, j'ai vendu ma boîte dans laquelle j'avais des médias à un groupe de dating. Donc, pareil, j'ai connu ce que c'était que d'avoir de l'argent d'un coup, tu vois. Genre, je savais pas du tout ce que c'était. Donc, pareil. T'étais solo founder? Non, on était 3. J'avais 50% de la boîte. On n'avait aucun investisseur. Ouais. Donc, tu vois, ça a fait une exit pas mal quand même. Enfin, moi, j'avais jamais vu ça, quoi. Ouais. Et du coup, pareil, c'est trop bien parce que je me suis dit, en fait...
bah là, je suis clairement riche, tu vois, à ce moment-là, je me dis, mais par contre, en fait, je m'en fous. Ça m'a rien changé. Et tu viens de dire les mots exacts. Et je les répète tout le temps, c'est vrai, je m'en fous. Enfin, c'est pas ça que je cherche dans ma vie, quoi, tu vois. Et c'est cool parce que je pense que ça, c'est une chance et tu la vis aussi. C'est qu'on connaît des choses après lesquelles beaucoup de gens courent toute leur vie. Et en fait, heureusement, nous, on les a connus très vite. Donc, on sait très vite que, oui, c'est très sympa, mais en fait, c'est pas ça qu'on cherche, tu vois. Et ça met beaucoup de temps pour certaines personnes. Par exemple, je me rappelle, on avait sponsorisé le All-Star Game. Bon, c'était un truc qu'on avait fait avec Thriller. Et donc, il y a des gens pour qui être en loge, tu sais, on était dans la plus grosse loge Coca-Cola de All-Star Game, machin, tout en haut. Il y avait Justin Bieber en dessous, enfin bref, tu vois. Et donc, t'as des gens, ils seraient dit toute leur vie, putain, c'est cool de faire ça. Et en fait, moi, je me rappelle être dans cette loge, regarder le truc, regarder mon pote et faire. C'est pas si ouf, hein. Tu vois, mais c'est vrai. Parce qu'en fait, ça m'a pas transcendé, ça m'a pas apporté des trucs incroyables. Et en fait, c'est cool de voir ça vite. Parce que tu te dis, qu'est-ce que je veux en fait dans ma vie? Qu'est-ce que je cherche? Et en fait, tu cherches des trucs tellement simples. Juste à être avec des gens bien, faire un truc utile, et voilà, c'est fin de la vie. Hein. Ouais, mais en fait, c'est très vrai ce que tu dis. En fait, je pense que. Enfin, je me demande, tu vois, s'il faut passer en effet par là pour se rendre compte, parce que c'est terrible. À ce moment-là, tu te dis peut-être que les gens sont jamais satisfaits, c'est-à-dire que ceux qui veulent de l'argent courent après pour une fois après, enfin pour l'avoir ensuite et se rendre compte que c'est pas forcément ça qu'ils recherchaient. Et puis d'autres, enfin voilà, d'autres ça peut être le cas un peu inverse, ou alors ils se rendent compte qu'ils sont pas forcément là où ils peuvent vraiment avoir une valeur ajoutée. Quand est-ce que, toi, une fois que tu revends après ce média, est-ce que tu savais derrière directement ce que tu voulais faire? Non, je savais pas du tout. Okay. Non, vraiment, je me rappelle quand j'ai refusé Thriller, je me suis posé dans mon canapé et j'étais vraiment Arthur qui venait de refuser un putain de chèque. Mais par contre, je me rappelle être hyper satisfait parce que je me suis dit, putain, ça y est, là, t'es Arthur. T'es vraiment Arthur. Mais moi, j'aime bien, il y a une analogie que je trouve efficace où je me dis tout le temps, tu peux pas construire un building sur un marécage. Donc, des fois, t'es pas la bonne personne pour un truc, ça marchera pas avec toi, c'est comme ça, t'es pas au bon moment ou t'es pas au bon endroit. Et en fait, je pense qu'il y a une grande partie de notre vie où on cherche ce terrain fertile, ce terrain constructible, où on va pouvoir construire notre building. Et là, ça va aller super vite parce qu'on est au bon endroit, on est la bonne personne. Et je pense que ça, c'est un truc, il faut faire beaucoup de choses pour le trouver. Je pense que la vie, c'est de l'essai-erreur à haute fréquence. Et donc, faut essayer, faut pas avoir peur de faire des trucs. Et un jour, tu découvres un truc qui marche avec toi et tu sais pas trop pourquoi, ça prend et c'est toi. Et voilà, super cool, quoi. Et ben, je pense que je sentais que j'étais sur un marécage, en fait. C'était cool, ça marchait, mais j'allais pas assez loin, c'était pas... Et tu vois, par exemple, Time for the Planet, vraiment, on a démarré, c'était parti, quoi. Et on n'a rien compris, quoi. C'est parti direct. Et en fait, je pense que on était sur le terrain constructible. Et on a mis du temps à le trouver. On a fait plein de trucs avant. On a fait des trucs qui réussissaient plus ou moins. Mais en tout cas, là, vraiment, on sent qu'on est bien. On est aligné avec notre ADN. Et tu vois, c'est con, mais en fait, c'est juste le sentiment de jamais avoir l'impression de travailler. Je pense que tu connais ça. Ça, je pense que c'est un vrai guide. C'est un vrai truc où tu te dis, c'est important. Bien sûr que des jours, c'est pas ouf. Des jours, c'est dur. Il y a un truc qui va pas, ou on t'a planté. Enfin, voilà. Mais en fait, ce sentiment de pas travailler. Faudrait inventer un mot. Tu vois, c'est pas du travail. Je sais pas ce que c'est. Vivre de sa passion. Faudrait l'appeler. Je sais pas comment. Et je pense qu'on devrait tous essayer de trouver ça, même si c'est pas toujours simple et qu'il y a des gens qui n'ont pas les mêmes dispositions que d'autres. Mais en tout cas, c'est, je pense, un truc vraiment important pour savoir que tu es aligné, justement. Et est-ce que tu mettais la même énergie dans ce que tu faisais avant dans les médias? Parce que je pense qu'il y a aussi parfois une personnalité, tu vois, surtout quand c'est quelque chose qu'on a créé, où on va se donner à 200%, parce que de toute façon, ça dépend que de nous, et qui peut être difficile, du coup, pour vraiment réaliser qu'en fait, c'est peut-être pas ça, en effet, ce pourquoi on est fait. Tu vois, parce que, enfin, toi, au final, t'es resté quand même 9 ans dans le parcours précédent. Tu vois, ça, je me dis, il y a peut-être des personnes qui nous écoutent et qui se donnent à fond dans leur projet et qui savent peut-être pas qu'en fait, c'est pas là où ils pourraient être vraiment le plus épanouis, tu vois. Est-ce que toi, t'avais des signaux? Est-ce qu'il y a des choses que tu pourrais dire aux personnes qui nous écoutent pour un peu des signaux qui permettent de réaliser que c'est peut-être pas là où au final, on va le plus s'épanouir, on a le plus de valeur ajoutée? Ouais, tu le sens pas, en fait. Enfin, Moi, j'aime bien dire un truc, c'est si ça marchouille, c'est que ça marche pas déjà, tu vois. Un truc qui marchouille et où tu dois t'arracher pour trouver de l'attraction, vraiment, c'est hyper dur, tu te bats tous les jours et si t'arrêtes, tout s'effondre. C'est pas un bon signe du tout, vraiment. Et après, je pense que tu peux pas savoir, en fait. Tu vois, peut-être que dans 10 ans, je reviens ici, je te dis, putain, j'étais tellement pas au bon endroit, tu vois. C'est tellement possible aussi. Donc, je pense que vraiment, un truc dont je me suis rendu compte, c'est que vraiment, quand t'es pas aligné avec ton ADN, tu le sens. C'est pas tout à fait toi-même, tu dois storyteller tes histoires parce qu'en fait, ton histoire naturelle, elle marche pas d'elle-même. Ça, c'est un gros signe, ça, tu vois. Ça, c'est génial. Réécoutez là ce qu'il vient de dire parce que je pense qu'en effet, ça peut être un très bel enseignement. Mais tu vois, moi, j'avais monté une boîte, c'était hyper passionnant. Pareil, on levait des fonds, tu sais, genre en mode start-up, machin.
Et en fait, pareil, on sentait pas la vraie traction, mais tout le monde nous disait c'est génial, on arrivait à choper de l'argent d'investisseurs. Et en fait, au fond de moi, des fois, je me posais dans mon lit, je me disais, c'est cool ce qu'on essaie de faire, mais je sens que c'est pas mon truc. Ça prend pas comme ça devrait prendre, tu vois. Je pense que tout le monde sent qu'il est différent. Tout le monde sent qu'il a quelque chose à apporter, justement. Et cette différence-là, faut pas l'ignorer. Parce qu'on a vraiment tous un truc à apporter dans un secteur qui peut être totalement random, mais on a tous cette différence. On s'est tous dit au moins une fois, je suis différent. Je pense que c'est sûr. Ouais. Non, mais c'est vrai. Et en fait, faut pas étouffer ça. Je crois que vraiment, c'est important de se dire pourquoi je suis différent, c'est quoi ma différence. Et en fait, faut creuser autour de ça. Et quand tu sens que ta différence, c'est une force, c'est un peu cliché, mais en vrai, il y a un moment où tu le sens. Et ben, c'est bon, t'as gagné. Et en fait, il y a plein de moments où on peut se dire putain, je suis bizarre, ou non, ça va pas, ou c'est pas comme ça que ça marche. Tu vois, on a tellement de schémas de vie, on a tellement des trucs prédéfinis qu'il faut faire. En fait, on s'en branle, on n'a pas beaucoup le temps. Je pense qu'il faut vraiment s'en tamponner une burne, voilà, pour dire les choses. Non, mais c'est vrai. Ouais. Même si rien n'est simple, parce qu'il y a plein de choses qui t'obligent à faire des trucs. Mais en fait, si tu as envie d'entreprendre ou si tu as envie de lancer un truc, tu vois, l'art, pour moi, c'est de l'entrepreneuriat. Il y a plein d'artistes qui disent ouais bah c'est bon, je fais 3 gribouillis, ça vaut rien, tu vois. Ça m'énerve quand j'entends des artistes, c'est parce que c'est pas beaucoup valorisé pour certains, mais en fait ça vaut tellement plus, quoi. C'est un syndrome de l'imposteur vénère, quoi. Ça c'est un truc de ouf, le syndrome de l'imposteur. Ouais. On pourra en parler 2 heures. Ouais. C'est vrai qu'au final, je crois que j'en parle plus trop sur ce podcast, que je trouve qu'une fois qu'on a, enfin, tu sais, moi j'ai un peu le biais de penser que les personnes qui écoutent cet épisode ont écouté tous les autres épisodes vu que je les ai tous faits. Donc bon oui, pour ceux et celles qui peut-être sont pas forcément familiers avec le syndrome de l'imposteur, c'est vraiment toujours penser qu'on n'est pas légitime à faire quelque chose. Ouais. Et c'est vrai que j'ai plutôt de la chance parce que je me dis, franchement, c'est vrai qu'à mon âge, je pourrais grave avoir un syndrome de l'imposteur. Et c'est vrai que je l'ai jamais trop eu parce que, en fait, je me dis, qui est plus légitime que qui, en fait. Enfin, tu vois, pourquoi quelqu'un serait plus légitime? Enfin, et si j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. Il n'y a pas de... Il y a personne, en fait, qui peut décréter, toi tu peux pas. Et je pense que comme j'écoutais aussi des podcasts très tôt, je trouve que c'est un outil incroyable, j'ai pu écouter vachement de parcours de personnes très différentes, me rendre compte qu'aucun n'avait le même background, désolé pour l'anglicisme, et que, en fait, du coup, voilà, c'était juste la différence entre ceux qui voulaient faire et qui allaient et ceux qui se posaient 10 000 questions et qui ne faisaient rien, quoi. Ouais, ce que tu dis est très vrai, c'est l'action, le mot. Ouais. En fait, mets-toi en action, tu t'en tapes. Et vraiment, quand t'es dans l'action, plus de syndrome de l'imposteur, t'es dans l'action. Tu le fais. C'est clair. En fait, c'est juste avant que t'as 10 000 raisons de pas y aller. Je pense que c'est une excuse, le syndrome de l'imposteur. Ouais, je pense que c'est vraiment. Je pense. Enfin. Au final, j'ai échangé avec tellement de gens et puis je rencontre des personnes vraiment qui ont plus d'expérience que moi, qui ont plus de billes que moi. Et c'est vrai qu'on se rend compte que... Enfin, moi, je trouve ça assez fascinant. Tu vois, tu disais tout à l'heure, 99% de qui on est vient de l'environnement. Moi, j'avoue que je fais plutôt partie des personnes qui pensent que, allez, on est 70% qui on est parce qu'on est comme on est. D'accord, génétiquement, tu veux dire. Ouais, génétiquement, et 30% l'environnement. Parce que j'ai une sœur jumelle. Okay. Ah ouais. Et tu vois, on est très différentes. Pourtant, on a eu les mêmes parents, la même enfance, etc. C'est vrai que c'est un bon exemple, c'est intéressant. Ouais. Et en fait, je me rends compte que il y a tellement de choses qui sont liées. Vous inquiétez pas, là, je sens qu'il y a des personnes qui vont paniquer. Ce n'est pas un cours de psycho que je vais faire. Mais il y a beaucoup de choses qui sont liées à comment on a vécu notre enfance. Bien sûr, ouais. Le rapport avec nos parents, tout ça. Et donc, je pense qu'il y a... les personnes qui ont un fort syndrome de l'imposteur, c'est souvent lié à ce que leurs parents disaient, ce que leurs parents attendaient. Moi, je sais que j'ai toujours dû prouver que j'étais capable. Et donc, en fait, pas de syndrome de l'imposteur dans le sens où, de toute façon, je n'étais... valued. Je déteste quand je trouve pas les mots en français, mais que je on va switcher en anglais à la post-podcast, du coup c'est parti. Non, parce qu'en plus les gens détestent, mais que en gros ma valeur reposait dans ce que je faisais. Donc voilà, tout ça pour dire que je pense qu'il y a beaucoup qui vient de comment on a grandi. Après, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut aussi vachement modifier ce programme-là. Justement en écoutant des podcasts, en lisant des livres. Et je vous conseille le podcast avec David Laroche, si jamais vous ne l'avez pas encore écouté, mais il prouve ça super bien. Et de comment, au final, on est tous maîtres et maîtresses de ce qu'on veut devenir, quoi. On est complètement maître, j'en suis convaincu. Après, ce que je disais, c'est un peu qu'on est la moyenne. Tu vois, tu connais cette expression qui dit qu'on est la moyenne des 5 personnes dont on est le plus proche. Ouais. Ça joue un peu, et t'as raison, mais pour moi, c'est l'environnement aussi. Tu vois, il y a un truc que ça me fait penser à ça quand on parle. On va faire une digression, mais tu vois, l'instinct, ça a été montré. En fait, quand tu prends une décision rationnellement, tu as entre 4 et 5 paramètres que tu peux prendre en compte. Parce que en fait, ton cerveau, pour qu'il puisse faire pondérer 4 à 5 paramètres, c'est déjà beaucoup. Donc les génies, ils peuvent aller jusqu'à 6. Et en fait, ce qu'on appelle l'instinct, ce moment où tu te dis ça, c'est une décision pour moi, ou ça, c'est un truc qui me plaît, ou ça, c'est la bonne personne pour moi, c'est que ton cerveau, il prend 100 paramètres en compte en même temps.
Et donc, il est plus capable d'être conscient du fait qu'il est en train d'arbitrer entre 100 paramètres. C'est trop, et cette info-là, il la bypass. Mais en fait, il prend une super bonne décision. Et du coup, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que je pense qu'il y a une grosse part d'instinct dans toutes nos décisions et dans tous nos choix. Et en fait, il faut se faire confiance là-dessus. Cet instinct, il s'est construit sur 1 million d'expériences qu'on a eues. Et c'est un vrai travail du cerveau, en fait. Et c'est pas juste à l'arrache, tiens, ouais, lui, il me plaît un peu plus. Et donc, où est-ce que je veux en venir? C'est que je pense que l'environnement nous permet d'avoir un instinct très efficace. Et cet instinct-là, il est vraiment propre à nous. Et donc, il va fonctionner avec certaines situations, pas avec d'autres. Il va fonctionner pour ta sœur jumelle, il va pas fonctionner avec toi. Parce que, en fait, sur 100 paramètres, tu en as peut-être 50 qui diffèrent ou 30. Finalement, il y en a plein qui sont aussi similaires, mais toi, tu auras des instincts qui iront dans d'autres directions. Bon, on s'égare un peu, mais tu vois l'idée. Ouais, mais je trouve ça passionnant. Alors, j'ai personnellement du mal à écouter mon instinct. C'est peut-être lié à cette histoire de ville vs nature, tu vois. Il y a un truc à creuser, il y a tellement de bruit peut-être dans la ville que je sais pas. J'essaie toujours de plutôt rationaliser. Mais du coup, je voulais quand même en venir à cette création de Time for the Planet. Ouais, carrément. C'est quoi le day one? C'est quoi le début de... en fait, maintenant, c'est ça que je veux faire. Bah en fait, le day one, il est assez simple. C'est que j'avais pris conscience qu'il y avait un gros problème. Tu vois, je voyais qu'il fallait vraiment se bouger le fion. Mais par contre, j'avais pas compris. Tu vois, beaucoup de gens voient qu'il y a un problème, mais ils n'ont pas compris. Et on peut pas leur en vouloir parce qu'en fait, il faut vachement se documenter pour avoir ce truc où tu te dis, ouah, en fait, j'ai compris ce qui est en train de se passer. Et en fait, quand tu as compris, c'est un autre délire. Et typiquement, bah, moi, c'est les rapports du GIEC, c'est des gens comme ici, des conférences de plein de mecs comme ça, qui m'ont vraiment fait comprendre. Et une fois que j'ai eu compris, je me suis dit, bah, en fait, pour moi, toute l'énergie des créateurs d'entreprises au niveau mondial, il faut qu'elle se tourne vers les enjeux du 21e siècle, pas vers les enjeux du siècle passé. Là, on a des enjeux énormes. Enfin, c'est, je pense, le plus gros challenge de l'histoire de l'humanité. Il faut qu'on tourne tout ce qui est possible vers ça. Et donc moi qui connais un peu l'entrepreneuriat, je me suis dit, ben, comment on réinvente l'entreprise en fait? Comment on fait l'entreprise du 21e siècle? Celle qui doit nous aider et qui doit aider le bien commun à faire face à ces challenges. Et c'est ça le démarrage, tu vois. Vraiment, pour moi, c'était, OK, il faut y aller. Et le vrai truc que je me suis dit, en tout cas qui m'appartient, c'est que je suis très optimiste comme personne. Et je me suis dit, en fait, le problème de l'écologie, là, c'est que tout le monde se tire dessus, tout le monde cherche des coupables, tout le monde cherche des excuses aussi, et tout le monde est dépressif. En fait, qui veut rejoindre une cause comme ça? Personne, tu vois, enfin, c'est compliqué. Ça donne pas très envie. Ben ouais, et du coup je me disais, est-ce qu'on peut apéroiser la lutte contre le dérèglement climatique? Est-ce qu'on peut en faire un truc fun, désirable, où les gens ont envie d'aller parce que c'est cool en fait, tu vois, et parce que c'est excitant, parce qu'il y a des opportunités de créer quelque chose de nouveau, et je pense qu'on a une opportunité de dingue, tu vois. Je pense que dans les e-livres d'histoire dans 200 ans, les gens diront cette période, elle était oufissime. C'était genre la renaissance bis, quoi. Tu vois, 2.0. Mais j'en suis sûr. Bah, j'espère. Hein. Bah, c'est vrai que du coup, on sent ton optimisme, ce qui n'est pas forcément propre aux personnes engagées contre le réchauffement climatique. Enfin, t'arrives vraiment au quotidien à garder cet optimisme, parce que tu te définissais comme un entrepreneur optimiste au début. Ouais. Et c'est vrai que c'est assez singulier de se définir comme tel. D'accord, bah je sais pas, mais en tout cas, oui, moi j'arrive vraiment à le garder, mais parce que justement je prends du recul, tu vois, enfin, justement quand t'es dans l'immensité de la nature, le mec va t'en parler toute la journée. Mais en fait, quand t'es dans l'immensité de la nature, tu prends vachement de recul sur toi, sur les petits trucs du quotidien, tu t'en fous complètement. Et puis même, tu prends du recul sur la vie, la mort, le fait qu'on n'ait pas grand chose et le fait qu'il faut pas se stresser pour des conneries, tu vois. Et donc. Oui, mais là, c'est pas des conneries. Non, c'est pas des conneries. Là, c'est mais genre la survie de la planète, quoi. Ouais, de la civilisation humaine, parce que la planète, elle s'en tamponne bien. Elle est là pour 4 milliards d'années encore, à peu près. Donc si nous, on n'y est plus, bon. Mais c'est clair que c'est hyper important. Mais en fait, c'est hyper important à notre échelle d'espèce, mais il faut pas le prendre comme un drama, parce qu'en fait, je pense que la peur, ça te paralyse. Alors que, justement, avoir envie, voir des opportunités dans les choses, ça te met en action. Et je pense que c'est dans l'action qu'on y arrive. Et dans la collaboration. Et donc, pour collaborer, je pense qu'on a besoin d'être plutôt joyeux, et bien sûr que c'est un sujet important et que c'est sérieux, mais si tu veux, enfin, je pense que c'est pas en étant tous en bad qu'on y arrive. Ouais. Mais on est obligé de passer par cette étape où on prend conscience. C'est pour ça que les lanceurs d'alerte, c'est très important aussi, parce que c'est eux qui t'aident à comprendre. Mais une fois que tu as compris, je pense qu'il faut se tourner en mode action absolument. Et du coup, cette action, elle vient selon moi plus de l'optimisme, du fait d'y croire. En fait, tu as besoin d'y croire un tout petit peu pour tenter des trucs, tu vois. Comment est-ce que tu penses qu'on peut rendre ces informations accessibles au grand public? Parce que franchement, non mais tu vois, t'as totalement raison sur le côté on sait, mais on n'a pas compris. Et tu vois, quand je vois que même à mon échelle de personnes ayant fait des études dans un milieu social certain et tout, j'ai même pas connaissance de tout. Et oui, notamment, je me documente sur la mode responsable parce qu'en plus, c'est mon sujet, etc. Mais il y a plein de choses que je ne sais pas.
parce qu'au final, l'information est très difficilement accessible. Donc je trouve qu'il y a des gens qui le font super bien, comme Camille Etienne. Pareil, je vous invite à voir l'épisode, je le mettrai juste ici si jamais vous ne l'avez pas encore vu. Mais c'est chaud, quoi. Il y a tellement de choses à savoir. Il y a une démocratisation de l'information. On peut pas agir sur tout. Enfin voilà, comment tu penses qu'on peut mobiliser notamment la nouvelle génération qui est quand même plus sensible, mais qui n'a peut-être pas les clés en main pour comprendre l'enjeu, quoi. Je pense que justement les artistes ont un rôle majeur parce que il faut réinventer un peu nos objets de fantasme, tu vois. Genre, tu sais, c'est con, mais on n'a plus de projet de société. Genre, quand tu demandais à un gamin dans les années 90, c'est quoi 2020 ? Bah, il te disait des voitures volantes, des gratte-ciel qui touchent le ciel, machin, on voit plus le sol. Tout le monde te disait ça. Il y avait un projet de société clair. Dis à un gamin, c'est quoi 2060 ? Mais il n'y a pas un gamin qui va te répondre. Ouais, c'est vrai. On n'a pas de projet de société. On en a plus. On espère que la planète sera toujours là. Tout s'est effondré, en fait, nos projets de société. Ouais. Bah, la planète, elle sera là, et même la civilisation humaine. Mais par contre, dans quelles conditions on sera là, tu vois, et je pense qu'il faut prendre au sérieux les trucs. Tu vois, moi, ce qui m'a vraiment fait tiquer, c'est 2 trucs. Le premier, c'est ce qui s'appelle les boucles de rétroaction. J'ai quasiment jamais vulgarisé ça, donc tu vois. Les boucles de rétroaction, c'est des phénomènes géologiques qui s'auto-alimentent et une fois qu'ils sont partis, tu peux plus les arrêter. Le bon exemple, c'est le permafrost. En gros, c'est des terres gelées qui représentent 20% du globe et elles ont jamais fondu depuis que l'humanité est là. Et c'est une très bonne nouvelle parce qu'à l'intérieur du permafrost, il y a des milliards de tonnes de méthane, qui est un gaz à effet de serre beaucoup plus puissant que le CO2. Et en fait, ça y est, ça fond 70 ans avant ce qui était prévu par les scientifiques et donc ça fond vite en plus. Et donc ça libère le méthane dans l'atmosphère. Ça augmente l'effet de serre et donc le réchauffement. Donc le permafrost fond plus vite et le méthane se relâche de plus en plus. Et ça, si on laisse trop partir, on peut plus contrôler. Et il y a une dizaine de boucles comme ça. Donc c'est pas ouf, tu vois. Et tu as un deuxième truc qui s'appelle l'inertie climatique. Et en fait, si on arrête d'émettre complètement des gaz à effet de serre là demain, là, plus aucun, et bien pendant au minimum 20 ans, on a quand même une augmentation de la température à cause de cette inertie climatique. Et donc, au regard de ces boucles, c'est vraiment complexe. Donc il faut vraiment agir mondialement, rapidement et drastiquement maintenant. Et à titre d'exemple, tu vois, c'est ça aussi qui est difficile parce que je peux comprendre. Enfin, moi, j'étais comme ça il y a pas longtemps. Quand on te dit plus 2 degrés, tu dis, ben, ok, plus 2 degrés. Enfin, tu vois, c'est un plus en moins, quoi. Genre, voilà. Et en fait, on se rend pas compte de ce que ça représente parce que justement, ça a été trop vulgarisé, je pense, et on nous a pas trop montré ce que c'est. Tu vois, si on dit par exemple plus 5 degrés, c'est ce qu'on risque d'atteindre si on fait rien. Là, on est sur cette trajectoire. Plus 5 degrés, bah ouais, tu te dis c'est un pull en moins au bord au resto l'hiver, c'est cool. Mais en fait, il y a 20 000 ans, l'Europe, elle était recouverte d'un glacier de 3 km d'épaisseur, toute l'Europe, et il faisait 5 degrés en moyenne en moins sur la planète. Parce qu'en fait, quand tu es au-dessus des continents, il faut multiplier par 2, donc tu es à plus 10 degrés au lieu de plus 5, et pendant les pics l'été, tu es à plus 20 degrés au lieu de plus 5, parce qu'il faut encore multiplier par 2. Et donc tu commences à comprendre que ça change beaucoup de trucs. Et il y a 20 000 ans également, le Sahara, c'était une forêt tropicale avec des lacs. Et ils ont juste pris 5 degrés de plus, c'est devenu le Sahara, tu vois. Et du coup, c'est dingue, 5 degrés, ça change tout. Mais on comprend pas ce que ça veut dire parce qu'on nous explique pas ça. Et je pense qu'on n'a pas envie de l'entendre non plus, tu vois, c'est pas un truc hyper fun à entendre. Mais moi, je pense qu'il faut le voir comme une opportunité. En fait, on a une chance de revoir un truc qui nous plaît pas à tous. Et là, on est tous d'accord, c'est là où on en est dans notre système. Tu vois, le fait que quand tu as 2 balles sur ton compte, il y a des pubs partout autour de toi qui te proposent d'acheter un burger transgénique, je sais pas où. En fait, qui a décidé ça ? Parce que moi, je connais plein de gens que ça fait chier. On n'a plus envie de ça, tu vois. Et ce monde-là, ce système-là, je pense qu'il est arrivé à des seuils de contre-productivité. Et je pense qu'il nous intéresse plus. En fait, c'est plus un système qui rend heureux les gens. Genre, l'indicateur de succès de ce système, c'est plus rendre heureux les gens. C'est une machine qui s'est emballée. Et je pense que là où il faut voir la crise environnementale comme un truc trop cool, c'est que c'est tellement gros qu'on est obligé de changer le système. Et donc, on va être obligé de réinventer des règles et il y a des trucs de ouf à faire. On peut repenser, on peut réimaginer 1 million de trucs. Nous, on a choisi de réimaginer l'entreprise, mais tu peux tout réinventer. Parce qu'il faudra tout réinventer. Et donc, je pense que c'est une opportunité de faire des trucs dingues pour notre génération et pour ceux qui sont plus âgés aussi. Hein. Et je crois que c'est comme ça qu'il faut le voir, comme un truc sexy, parce qu'en fait, ça ne laisse pas le choix à un système qui nous rend pas très heureux d'évoluer et de se transformer. Alors, je suis totalement d'accord avec toi. Et en effet, vu comme ça, c'est hyper excitant presque. Après, toujours, moi, la grosse barrière que je vois, c'est sur le côté collaboratif et sur le côté, enfin, l'humain par nature, j'ai l'impression, est un petit peu opposé au changement. Parce que c'est inconfortable. C'est inconfortable de changer, c'est tellement simple, je le vois dans tous les jours, tu vois, on fait des choix plus par facilité, c'est humain. Et du coup, je me dis, mais comment en faire
un enjeu collectif, notamment, encore une fois, des pays en développement qui, tu vois, c'est facile pour les pays développés de dire ah non, par contre, vous les gars, vous allez clairement pas avoir le droit à ce que nous on a eu parce qu'en fait, nous on a fait de la merde et du coup, maintenant on se rend compte. Enfin, c'est très complexe et c'est vrai que qu'est-ce que tu réponds toi-même à ceux qui disent ouais, mais en même temps, si les États-Unis et la Chine ils continuent à surproduire. Miskin l'Europe, on va faire ce qu'on peut, mais ça ne changera rien entre guillemets quoi. Ouais, moi je réponds qu'en fait c'est le moment d'avoir des projets mondiaux justement, et on est dans un monde mondialisé, donc ça nous permet de le faire. Je pense que c'est très vrai ce que tu dis, mais en fait, je crois que on s'en fiche d'avoir des avis divers, qu'il y ait des pays qui avancent pas dans le même sens. Si tu vois l'intérêt du truc, par exemple la Chine, ils sont en train de se démonter la gueule pour être le premier. Et tu vois, Biden, c'est devenu son méga combat. Je pense que vraiment, les indicateurs de succès de demain, c'est plus les mêmes. C'est des indicateurs liés à ça. Et je crois vraiment, d'ailleurs, il y a un prix Nobel d'économie aux États-Unis qui s'appelle Joseph Stiglitz qui a proposé d'indexer le PIB sur les gaz à effet de serre. Je crois vraiment que demain, le modèle de réussite de la société, les héros de demain, c'est des gars qui auront participé au bien commun, qui ne se seront pas juste enrichis comme des gros bourrins. Je crois vraiment que les gens commencent à prendre conscience du fait que les indicateurs de succès changent. Et donc, si tu changes les indicateurs de succès, tu changes tout, en fait. Et tu vois, c'est ce que dit un peu des mecs comme Aurélien Barraud. Il dit qu'il faut ringardiser le fait de juste avoir un énorme meur et de faire 20 mètres dans Paris avec, quoi. Tu vois, ça sert à rien. Mais en fait, moi, je suis même pas dans l'opposition. Je cherche pas des coupables. Je pense que le discours moralisateur et culpabilisant, il fait chier tout le monde, en fait. Et j'ai pas envie d'avoir ce discours. J'ai des potes climato-sceptiques et je les comprends. Et il n'y a pas de souci. Mais moi, je suis dans l'action et je fais mon truc. Et je crois que c'est ça la seule réponse. C'est juste, fais ce qui te fait kiffer dans la vie. Crois des choses et en fonction de ces croyances communes que tu vas partager à d'autres gens, avec d'autres gens, agis. Et en fait, c'est tout. Et ça a toujours été ça, l'humanité. Et nous, c'est juste ça qu'on fait. C'est juste qu'on dit, nous, on croit en ça. Et en fait, si vous y croyez aussi, venez avec nous. On le fait de manière fun. Et après, on s'en fiche que d'autres gens ne soient pas dans la même croyance, c'est normal, tu vois, c'est... Tout le monde ne pourra jamais être d'accord. Mais bien sûr, et puis il faut respecter les gens. Ça n'a jamais été le cas de tout temps, et c'est pas aujourd'hui, je pense malheureusement que ça va changer. Mais c'est vrai, en plus, c'est ce que disait Camille, au final, pour ne pas être déprimé, une des choses les plus importantes, c'est d'agir en fait, ne serait-ce qu'à son échelle, parce que ça donne l'impression de servir à quelque chose, et pas juste d'être dans la passivité de ok, de toute façon, on peut rien y faire, donc c'est thérapeutique. Pour certains, mais je t'avoue que moi, j'ai jamais ressenti le moins de syndrome de dépression avec le sujet du dérèglement climatique, hein, vraiment. Ouais. Genre, oui, c'est grave, mais au pire, on meurt. Enfin, tu vois, c'est ce que je me dis tout le temps. Moi, ce que je vois, c'est la beauté de ce qu'on fait, tu vois, c'est la beauté de la vie et des possibilités. Au pire, on meurt, voilà. Bon, après, c'est pas cool parce qu'il va se passer des trucs... C'est qu'une fois que tu dédramatises ça, t'as tout dédramatisé. Non, mais après, c'est sûr, quand t'as de la famille, machin, t'as pas envie qu'ils souffrent, tu vois. T'as pas envie de souffrir toi-même non plus, bien sûr. Mais en fait, je me dis... on peut pas rester tourné vers le fait de... tu vois. Non, mais je pense que c'est une nature. Tu vois, je pense qu'il y a des gens très anxieux par nature et pour qui, du coup, agir, c'est une façon de donner sa pierre à l'édifice et voilà, que ça peut que les aider au final à se sentir mieux. Du coup, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui se posent la question, du coup, Time for the Planet, vous aidez les entreprises. Est-ce que tu peux nous dire concrètement le projet, à quoi il ressemble aujourd'hui ? Ouais, carrément. Pour la petite histoire, on est 6. Donc, on est 6 entrepreneurs. On a monté des boîtes dans différents secteurs depuis une dizaine d'années. Et en fait, quand on a pris conscience de l'ampleur de l'urgence climatique et qu'on a essayé d'agir, d'abord en tant que simple citoyen, très vite, on a vu que, tu vois, une fois que tu as acheté un scooter, une trottinette, fait pipi sous la douche, tu te sens pas mal démuni quand même, tu vois. Et tu as besoin d'un outil, mais on n'en a pas. Et nous, notre conviction commune, c'est que l'entreprise, ça peut être un outil formidable, en fait, pour lutter contre le dérèglement climatique, parce que ça peut transformer nos modes de vie à très grande échelle. Et en fait, c'est exactement ça le sujet, tu vois. Et donc, on s'est dit, comment on peut imaginer l'entreprise qui est pensée et paramétrée de A à Z pour lutter contre le dérèglement climatique. Et la première chose qu'on a fait, c'est qu'on est allé rencontrer des scientifiques, donc des gens Jouzel, des gens du GIEC, voilà. Et on leur a dit, les gars, voilà, vous nous parlez beaucoup des problèmes, c'est cool. Par contre, est-ce qu'on peut parler un peu des solutions aussi ? Et très vite, ils nous ont toujours dit la même chose. Il y a 2 trucs pour eux. La sobriété, on est obligé, et l'innovation. Et ce qui est intéressant, c'est que l'innovation, c'est aussi pour être plus sobre. Tu vois, c'est pas pour avoir des jetpacks photovoltaïques. C'est pas l'innovation dans ce sens-là. C'est l'innovation dans le sens lever un certain nombre de verrous qui nous bloquent dans une civilisation fossile. Et nous, on est allé voir des innovateurs, du coup, parce qu'on savait pas ce que c'est un innovateur. Et franchement, on pensait trouver Géo trouve tout qui respecte pas les lois de la thermodynamique dans son garage. Et en fait, non, il y a des mecs qui font des innovations de malades qui peuvent changer la donne au niveau mondial. Et là, on s'est pris une gifle parce qu'on leur a dit, mais les gars, mais pourquoi votre truc, il est pas passé à l'échelle ? C'est quoi ? C'est les lobbies, voilà. Ouais. Et en fait, non, c'est parce que ces gars-là ne sont pas des entrepreneurs. Et ils vont pas le devenir. Ils ont pas envie, en fait, de trouver des modèles économiques, tu vois. Et ils ont pas la compétence non plus. Ouais. Et en fait, on s'est dit, mais c'est ouf, là, ce qu'on voit, parce que nous, on connaît des entrepreneurs qui sont 1 milliard de fois meilleurs que nous.
Et ces mecs-là, ils rêvent en fait de lancer un truc qui a plus de sens et de faire un projet engagé. Et donc Time for the Planet, c'est l'idée qu'on va co-fonder des boîtes avec d'un côté ces innovateurs qui portent des projets à impact, qui peuvent vraiment changer la donne à l'échelle mondiale, c'est ça qu'on va chercher, et des gros entrepreneurs chevronnés qui ont monté des belles boîtes et qui savent transformer ces innovations en biens et services qui passent dans notre quotidien. Et nous, on crée cette connexion, on vient chapeauter l'ensemble et on injecte de l'argent pour accélérer et maximiser le déploiement. Et notre ambition, c'est de rassembler 1 milliard d'euros, c'est de créer 100 entreprises, mais on ne va pas le faire tout seul avec nos petits bras. C'est pour ça qu'on s'est structuré comme un mouvement auquel tout le monde peut participer et n'importe qui peut devenir copropriétaire de Time for the Planet. Donc c'est pas un don quand tu investis dans Time for the Planet, c'est vraiment tu achètes des actions et tu deviens actionnaire de l'entreprise. Et la force de ça, c'est que nous on est convaincus, et en fait on a déjà validé cette thèse, que des gens absolument brillants vont pouvoir venir s'emparer de cet objet parce que c'est leur, ils le copossèdent, et l'aider à grandir avec leur réseau, avec leur expertise, avec leur temps, au-delà de leur argent. Et en fait, nous, on mise beaucoup là-dessus. On pense qu'en se structurant comme un mouvement, on va aller 100 millions de fois plus vite que si on est tout seul. Et c'est ce qu'on voit déjà aujourd'hui. Tu vois, on est plus de 23 000. Là, on a une centaine de nouveaux associés par jour, tous les jours. Et en fait, les associés nous font avancer hyper vite. Ils nous amènent plein de trucs. Et ce qui est intéressant avec Time, c'est que c'est pareil. On s'est dit, créer 100 entreprises, super. Mais en fait, quand tu crées des boîtes, tu as plein de chances d'échouer. Là, on parle d'innovations qui sont cruciales dans une période qui est critique. Comment on fait pour pas échouer? Et nous, notre vision, c'est qu'il faut qu'on partage. Et en fait, là où on commence à inventer un autre modèle d'entreprise, c'est qu'on se dit, très bien, on va mettre toutes les boîtes qu'on fait en open source pour que n'importe qui partout ailleurs sur la planète puisse les copier-coller gratos et s'emparer du modèle. Et en fait, l'intérêt de ça, c'est que déjà, on crée des marchés, donc on est plus résilient que si on crée juste des boîtes. Si tu as nous qui foire, t'en as un autre qui réussit parce qu'il est plus malin, plus habile, au bon endroit, au bon moment. Et surtout, on fait une R&D à très grande échelle parce qu'en fait, tu es obligé de repartager tes propres améliorations avec tous les possédants de la licence quand tu as une licence open source. Et donc, on atteint la maturité des innovations plus vite pour moins cher et c'est beaucoup plus efficace. Et en plus, on a un impact qui est démultiplié par le nombre de boîtes qu'on a créées et qui nous ont copiées. Donc, c'est beaucoup plus intéressant pour nous. Et là où ça va loin, c'est que du coup, nos actionnaires, eux, ils viennent chercher de la performance environnementale, pas de la performance économique. Donc, on leur retourne pas de rentabilité, on leur file pas de dividendes. On leur file des dividendes climatiques, c'est comme ça qu'on les appelle, donc des tonnes de gaz à effet de serre non émises grâce à leur investissement. Et vu que leur performance elle est environnementale, quand on crée nos concurrents avec l'open source et que nos concurrents nous battent, nos actionnaires sont refaits, ce qui est l'inverse d'une société traditionnelle. Et tu vois, pour la petite anecdote, ce qui est marrant, c'est que la loi française, elle oppose absolument tout à ce que je viens de te raconter. Typiquement, une société, elle est définie comme un organe qui doit rémunérer ses actionnaires avec des dividendes. Vraiment, c'est la définition. C'est ouf, tu vois, même moi, j'arrive toujours pas à y croire. C'est une société, c'est censé aider le bien commun. Ouais. Enfin, à quoi ça sert sinon? Mais en fait, on n'en est même plus là. On a changé la définition d'une boîte. Et une petite anecdote pour que tu vois un peu ce à quoi on a été confronté quand on a monté Time. Mais par exemple, pareil, tu n'as pas le droit de dire je ne distribuerai pas de dividendes en assemblée générale. C'est un truc qui doit se voter normalement. Et nous, on ne voulait pas parce que sinon, on n'est pas non lucratif. Aujourd'hui, on est une société commerciale à but non lucratif parce qu'en fait, on a mis en place une petite feinte. On a trouvé un avocat qui avait encore des cheveux avant de nous connaître. Et en fait, on lui a dit il faut absolument qu'on trouve un truc pour ne pas distribuer de dividendes. Et il nous a dit tu peux conditionner la distribution des dividendes à la survenance d'un événement. Et du coup, on a écrit ok, on distribuera des dividendes chez Time avec plaisir le jour où la température à la surface du globe redescend à celle qu'elle était avant 1850, ce qui n'arrivera jamais. Et on est tout le temps obligé de faire des trucs comme ça, tu vois, parce que rien n'est fait pour que tu mettes à jour le modèle d'entreprise. Et ça, c'est ouf. Ouais. Et ça, il faut aller voir qui pour que ça change? Dominique Stucki, voilà, big up l'avocat. Non, mais qui peut faire en sorte que, qui peut faire ça, une vaste question, mais vaste question. Tu vois, comment, et c'est un peu ce que je te disais juste avant sur le côté, les humains n'aiment pas changer, c'est, tu vois, on va toquer à quelle porte pour repenser, au final, le capitalisme, quoi. En fait, moi, je pense que il y a un truc qu'on a du mal à comprendre. Pourquoi on est toujours en colère contre nos politiques? C'est parce qu'en fait, on attend d'eux que les mecs ils trouvent des solutions à nos problèmes. Mais je crois que c'est pas comme ça que ça marche. Je crois que les politiques, en fait, ils sont là pour structurer les initiatives de la société civile. Il se passe des trucs et les mecs ils disent oh, attends, ça c'est intéressant, ça grossit, surveille. Oh putain, c'est trop gros, vas-y, il faut mettre des lois, il faut encadrer. Mais en fait, nous, on est tout le temps en train d'attendre que les mecs trouvent des solutions à nos problèmes. Ouais, on attend un peu des super-héros. Mais on sera jamais content, en fait. On sera jamais heureux. Et en fait, bien sûr qu'ils ont des pouvoirs de décision, bien sûr qu'ils peuvent faire des choses, mais moi, je crois quand même que s'il y a bien un truc sur lequel on a le pouvoir, c'est ce qu'on fait nous au quotidien. Et donc, si nous, on entreprend, si nous, on met en place des actions et qu'on y arrive, qu'on fait grossir des trucs, en fait, ils nous suivent, tu vois. Et donc, ça changera. Et donc, ce que je suis en train de te dire, c'est que cette petite feinte là qu'on fait, si demain il y a 2 millions d'associés actionnaires à Time for the Planet, les politiques ils vont dire en fait peut-être que juste le modèle d'entreprise comme il est défini aujourd'hui il est bullshit quoi, parce qu'il y a d'autres trucs qui se font là.
Et ça marche, donc faut qu'on arrête parce qu'on passe pour des cons. Et tu vois, je crois que c'est vraiment ça le truc, c'est qu'il faut pas aller toquer, faut se lever et il faut prendre ce que tu as envie de prendre. Et puis après, t'as ton lot de bordel à assumer, mais en tout cas, tu peux avancer, quoi. Prendre sa chaise à la table, ça me parle. Et est-ce que tu peux nous donner un exemple peut-être d'innovateur que vous êtes allé voir, qui a une idée de ouf, et peut-être avec quel entrepreneur vous l'avez mis en relation, quoi? En fait, nous, vraiment, on reçoit les innovations. Aujourd'hui, elles viennent à nous. Donc, on en a reçu un peu plus de 450. On a fait notre appel à innovation en décembre dernier, parce que Time, c'est vraiment récent. Et en fait, on a formé des évaluateurs. C'est des gens qui évaluent nos innovations, qui leur donnent des notes. Et ensuite, on a un comité scientifique qui récupère le top des innovations des évaluateurs et qui vient assurer qu'elles sont pas bullshit, qu'elles sont passables à l'échelle. Et donc, si je te donne un peu ce qui est sorti des derniers comités scientifiques, on a par exemple Aredox, c'est une technologie de batterie sans aucun métaux rares et 100% renouvelable. Alors, ça peut te paraître un peu anodin. En fait, c'est hyper crucial parce qu'aujourd'hui, la transition énergétique, elle ne peut pas avoir lieu à cause du stockage. Parce que les énergies vers lesquelles on essaye d'aller, les énergies renouvelables, éolien, solaire, pas évident. Ces trucs-là sont intermittents. En fait, on les produit pas au moment où on les consomme. Et du coup, on est obligé de stocker pour tamponner. Sauf que le problème du stockage aujourd'hui, c'est que ça se fait avec des batteries qui demandent des métaux critiques, qu'il faut aller fracturer des roches à l'autre bout du monde avec des acides pour choper, qui ne sont plus disponibles en suffisamment grande quantité. Et donc, ça ne peut pas se faire. On n'a pas de solution de stockage. Et en fait, le fait d'avoir des innovations sur les batteries, c'est hyper crucial dans la transition au niveau mondial, parce que si on arrive à faire des batteries qui stockent bien l'énergie et qui fonctionnent autrement, avec des matériaux qui sont disponibles et qui sont renouvelables, on a gagné, quoi. Et eux, ils proposent ça. Donc, tu vois, c'est vraiment ouf. Donc, c'est une innovation vraiment intéressante. Je peux te donner plein d'exemples, parce qu'en fait, il y a des low-tech, il y a des high-tech, mais par exemple, je pense à un truc qui s'appelle Vesta Project. Eux, c'est un consortium de scientifiques à San Francisco. Et eux, ils ont juste vu que tu as des roches volcaniques qui s'appellent l'olivine. Quand elles s'altèrent, donc quand elles se prennent des courants, donc quand elles sont dans l'eau, l'énergie infinie des vagues qui passent dessus les altère et donc ça produit une réaction chimique qui vient désacidifier l'océan. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'en fait, l'océan, il est beaucoup trop acide déjà maintenant depuis la révolution industrielle. C'est pour ça que les coraux meurent. Et en fait, moins l'océan est acide, plus c'est un puits de carbone important. Et l'océan, c'est le plus grand puits de carbone du monde aujourd'hui, beaucoup plus que toutes les forêts cumulées, que tout ce que tu veux. Et le truc avec ce qu'ils ont vu, c'est que quand tu viens broyer cette roche, que tu en fais un sable, tu multiplies par plusieurs milliers de fois son effet, parce qu'aujourd'hui, il y a déjà des plages d'olivine, tu en as un peu partout sur la planète, mais en fait, tu accélères vraiment son effet. Et donc, eux, comme c'est des scientifiques qui sont vraiment très portés sur la biodiversité, sur toutes ces questions, et ça fait 10 ans qu'ils font des tests, et ils ont mis de l'olivine sur plusieurs plages, et en fait, ils sont en train de se rendre compte que si tu mets de l'olivine sur 2% des plages du monde avec leur formule, tu annules les émissions de gaz à effet de serre de l'humanité entière. Arrête. Tous les ans. Si. Donc tu vois, tu as des trucs qui sont vraiment déter. Après, attention les solutions magiques, tu vois, nous pareil, on prend vraiment des pincettes et on prend le temps, mais tu as des trucs qui sont vraiment intéressants. Mais par exemple, eux, les modèles économiques, tu vois, genre c'est pas leur sujet, quoi. Eux, ils testent si ça a un impact sur les lombriques, enfin tu vois, ils regardent tous les trucs de la biodiversité, mais ils sont pas là en train de dire comment on va commercialiser ce truc-là à très grande échelle, quoi. Ouais, mais donc dès le début, votre projet, il a été à ambition internationale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Time, vous êtes en relation avec des innovateurs et des entrepreneurs du monde entier. Ouais, alors on a 35% qui viennent vraiment d'en dehors de l'Europe, mais par contre, oui, clairement, l'ambition, elle est internationale. Et comme je te disais tout à l'heure, si on fait pas un projet mondial, en fait, ça n'a pas de sens, parce que les gaz à effet de serre, ils sont partout, quoi, tu vois. Et est-ce que dans les 6 entrepreneurs, c'est 6 Français ou c'est... Ok. Franchement, fierté française. Moi, je tiens quand même à le souligner. Si on cartonne tout, mais... Il y a des projets équivalents un peu à l'international, tu sais, ou pas? Parce que bon, au final, ça que assembler ses forces, ça peut que aider, quoi. En fait, si tu veux, nous, la grosse diff, c'est que on est non lucratif. Et donc, les mecs n'ont pas de ROI. Et tout le monde nous dit c'est impossible. Quand on a commencé Time, tu vois, même les plateformes de crowdfunding, ça ne matchait pas parce qu'ils nous disaient mais c'est impossible en fait que des investisseurs investissent sans retour sur investissement, les gars. Ils veulent de l'impact et du retour. Mais nous, notre conviction, c'est que dès que tu commences à mettre du retour sur investissement, bah, tu crées des débats et puis en plus, tu n'orientes pas toute l'énergie vers le bon truc. Ouais. Et comme nous, Time, en fait, on réinvestit toujours 100% des bénéfices générés par ces boîtes pour recréer des boîtes, bah, en fait, on pense que on démultiplie l'impact parce qu'à chaque fois, l'argent, il va augmenter. Tu sais, quand tu crées une boîte, en fait, c'est des humains, des ressources. Tu mets ça dans une boîte noire et t'en sors des produits, des services et une marge. Et en fait, ça, c'est ton pouvoir. C'est ton pouvoir de changer le monde. Ouais. C'est un peu dommage de ne pas l'utiliser pour ça. J'ai rien contre les mecs qui se versent du dividende. J'ai vécu de ce système. Mais en fait, je pense que c'est un pouvoir de ouf et il peut vraiment nous servir aujourd'hui. Ouais. Et donc, pour répondre à ta question, il y a des projets qui sont plus ou moins similaires. Il y a des fonds à impact, il y a des labels qui viennent labelliser justement des innovations qui peuvent changer les choses. Mais il n'y a pas de projets qui sont allés loin dans le truc en disant zéro retour sur investissement, on balaye les codes traditionnels de l'entreprise, on partage tout gratos, on le fait avec
des milliers et des centaines de milliers de mains d'associés. Aux AG, on est tous là. On a une gouvernance avec tous ces gens qui ont du poids. Enfin, tu vois, nous, on a vraiment essayé de penser le truc en repartant de zéro et en se disant, on en a rien à foutre. Et donc, on s'imagine l'entreprise qui est la plus adressée pour vraiment lutter contre le dérèglement climatique. Mais on joue sur le terrain économique et on utilise le système parce qu'on pense qu'il y a plein de trucs hyper efficaces. Mais en fait, il y a des outils de malade qu'on a à disposition. Donc, l'argent, les entreprises, les entrepreneurs, même les réseaux sociaux, tu vois ce qu'on est en train de faire. Et ça, il faut qu'on les utilise dans le bon sens. Pour nous, c'est ça le truc. C'est pas de dire on balaye tout, on dit l'argent c'est mal. Parce qu'en fait, on n'a pas le temps. On a 10 ans pour avoir mis en place des actions concrètes qui cartonnent et qui réussissent, quoi. Donc, il faut sévèrement se bouger le fion. Est-ce qu'il y a des entrepreneurs que peut-être on connaît qui ont rejoint Time for the Planet et qui prouvent que en fait, le monde n'est pas... Enfin, plutôt l'individu n'est pas uniquement porté sur le profit? Ouais, carrément. Jean-Michel Aulas, par exemple, tu vois, qui gère l'OL. Il y a beaucoup d'entrepreneurs très bons. Par exemple, je pense à Laurent de la Clergerie, qui a fait LDLC, qui est une boîte qui doit faire pas loin d'1 milliard, qui est le leader, en gros, sur la vente de matériel informatique. Et pareil, ces gens-là, tu vois, déjà, ils ont mis des choses en place dans leur boîte à eux. Mais en fait, ils se disent, je suis bloqué par 1 million de trucs. Je peux pas aller très, très loin dans ma boîte à moi. Par contre, là, si je mets une brique, si je mets une pierre à l'édifice Time for the Planet, j'ai une vraie grosse valeur ajoutée. Et je peux apporter plein de trucs, mon réseau, machin. Par exemple, Jean-Michel Aulas, il nous aide sur plein de trucs, quoi. Il nous a vraiment fait avancer avec des contacts, des trucs, quoi. T'as essayé de contacter des Xavier Niel, tu vois? Et alors, Xavier Niel m'a dit, je suis sur des sujets similaires. Donc, ok. Mais Xavier, si tu nous écoutes, je pense que c'est pas autant similaire que tu penses. Non, parce que je me dis, ça serait juste... Enfin, ça donne quand même vachement d'espoir, je trouve, de se dire... si on met nos forces en commun et que ce projet va loin, c'est une vraie solution à l'enjeu du siècle, quoi. J'allais dire de la décennie, mais non, c'est carrément du siècle. Ouais, c'est sûr. Après, ce qu'il faut quand même se dire, c'est important, hein, c'est qu'il n'y a pas une solution, c'est un problème systémique. Et en fait, nous, ce qu'on croit, c'est qu'il faut tout réinventer. Il faut réinventer plein de trucs. Et donc, il y a plein de choses à faire dans l'art, dans plein de choses. Nous, on connaît l'entrepreneuriat et l'entreprise. Alors, on s'est dit, nous, on va réinventer déjà modestement notre partie, c'est-à-dire l'entreprise. On va essayer de proposer des alternatives. Mais en fait, il n'y a pas une solution. Il va falloir des millions de solutions. Et c'est pour ça que c'est très cool aussi, tu vois, ce que font Camille Etienne, ce que font... Parce qu'en fait, il faut tout le monde. Il faut plein de trucs dans tous les sens. Et nous, modestement, on amène notre partie à nous. Mais si tous les gens qui ont envie de participer à retravailler cette partie-là, à faire un peu la V2 de l'entreprise, nous rejoignent, je suis sûr qu'on aura un impact de malade. Enfin, vraiment, je suis sûr qu'on va solutionner les choses. En fait, tous nos problèmes aujourd'hui, ils viennent de ça. Ils viennent de la façon dont on produit les biens et services à l'échelle mondiale. Donc, si on s'attaque à ça, je pense qu'on change beaucoup de choses. Il y a quelqu'un qui avait laissé en commentaire sous le reel que j'avais partagé avec Camille, qui partageait le fait que, en fait, une des solutions les plus simples aussi pour que les entreprises s'alignent, c'est le boycott. Parce qu'en fait, à partir du moment où tu boycottes l'offre, ils sont obligés de la baisser, puisque la demande, comme elle a baissé, c'est vertueux. Et la fille disait, je pense qu'elle était climato-sceptique aussi, quoi. Elle était très... en fait, le problème, c'est pas la demande, c'est l'offre, s'ils produisent tout ça. Enfin, bref, je sais plus quel était ces termes exacts, mais il y a cette vraie réalité en vrai, comme les entreprises produisent, les gens achètent. Donc, je sais pas, tu vois, je pense qu'il y a un peu des deux et c'est pas l'offre qui crée la demande ou la demande qui crée l'offre. Mais comment changer ce système-là en fait, on a tellement tout à disposition, tellement facilement, avec toujours une course à la baisse des prix. Tu vois, ça demande vraiment, je trouve, une responsabilité individuelle moi, j'ai envie de mettre mon argent là et ça reste un privilège aujourd'hui, tu vois. Déjà, moi, j'ai pas les réponses à ça parce que sinon. Non, mais on est là pour se poser des questions. Non, mais carrément. Mais par contre, ce que je me dis quand je t'écoute, c'est que je pense aussi qu'il faut redéfinir notre notion de progrès. Tu vois, il faut redonner du sens au progrès. C'est Nicolas Hulot qui le dit, c'est même pas moi, mais je crois que c'est très vrai. En fait, je crois qu'on peut avoir des modèles de prospérité sans croissance de flux physique carboné, sans tout péter, sans tout pourrir. C'est juste qu'en fait, on a eu un modèle qui était dingue. Tu vois, par exemple, la voiture, à la base, c'est une révolution écologique. À la base, il y avait 30 cm de purin et de crottin de cheval sur tous les trottoirs de Paris parce qu'en fait, on était tellement nombreux qu'il fallait tellement de chevaux que tout était dégueulasse, c'était ingérable, c'était une pollution sans fin, les maladies, ça se répandait de partout, la flotte était pourrie. Et quand la voiture est arrivée, c'était un miracle écologique. Et en fait, c'est juste que quand tu pousses encore plus loin un modèle, c'est un peu de l'effet rebond. Tu arrives à un stade où le truc devient contre-productif. Et en fait, aujourd'hui, on est au stade de contre-productivité, mais ça ne veut pas dire que tout est mal et qu'il faut raisonner en disant c'est le diable et on l'a créé en mode diable.
Et du coup, ce que je voulais juste te dire avec ça, c'est que je pense que il faut juste qu'on réimagine des trucs qui sont attractifs, qui sont cool, mais qui vont dans le bon sens. Et tu vois, par exemple, si les indicateurs de succès d'une boîte, c'était est-ce que mes salariés sont heureux, juste ça déjà, tu vois, bah, tu fais des changements de malade, mais il faut que ça soit mesurable. Le problème de l'humain, c'est qu'on est très névrosé, tu vois. On a besoin de chiffres, on a besoin de choses très claires. C'est pour ça qu'on tourne nos pelouses, nos haies, il faut qu'elles soient carrées, nos voitures, il faut qu'elles soient carrées. Je sais pas, on a un truc bizarre dans la tête. Et en fait, c'est Peter Drucker, c'est un peu le père du management moderne, qui disait You can't manage what you can't measure. Je crois que c'est hyper vrai. Si tu peux pas mesurer, bah, tu y arrives pas. Et donc, je pense qu'il faut créer des indicateurs très mesurables. Et par exemple, les tonnes de gaz à effet de serre non émises, ça, c'est très mesurable, tu vois. Et je pense qu'il faut... C'est pour ça que nous, on fait ce dividende climatique, parce que si ton indicateur de succès qui devient famous, c'est de te dire bah, j'ai pas émis tant de trucs ou je suis à 0 tonnes en tant qu'individu, ça change beaucoup de trucs. Et en fait, pour ça, il y a un enchevêtrement de besoins entre justement les artistes, les influenceurs, tous ces gens qui peuvent permettre de faire avancer le truc et que les gens se disent ouais, en fait, c'est ça qui est cool, quoi. Il y a quand même un autre sujet, moi, qui me fait peur, c'est la pollution numérique. Ouais. Qui clairement est pas prête de se réduire. Ouais, dit-on, c'est clair, NBR. Non, mais c'est ça. Et en fait, comme elle est tellement moins palpable, parce que autant maintenant, quand tu prends la voiture, vas-y, tu te rends compte de l'essence qui sort, etc. Autant, enfin, tu vois, un truc, hein. Moi, là, je le vis très mal et j'ai même appelé Orange pour trouver une solution. C'est que je n'arrive pas à supprimer mes mails sur ma boîte mail Orange. Ah ouais. Et il y en a beaucoup. Ouais. Et j'ai appris ce que ça coûtait énergétiquement parlant d'avoir des mails sur sa boîte mail. Donc, je sais pas si tu as le chiffre en tête, qu'on le partage peut-être pour que les gens... Je sais pas, je crois que le numérique en tout, mais il y a aussi la production des devices et tout ça, c'est un truc genre 5%, quoi. Au niveau mondial. Ouais, et moi, je crois que genre un mail envoyé, c'est genre une ampoule qui reste allumée 10 heures, une heure comme ça. Une heure, d'accord. Enfin... Ouais. Un délire. Ouais, c'est un délire. Donc j'invite tout le monde qui écoute cet épisode à vider sa boîte mail après ou maintenant, comme vous préférez. Mais bon, le grand, c'est bloqué. Donc bref, ça me stresse. Mais tout ça pour dire que c'est devenu... On s'en rend pas compte. On like un truc, on envoie un message privé. Et là, pour le coup, je sais pas s'il y a des innovations qui se mettent en place à ce niveau-là, tu vois, parce que autant l'énergie, je pense que pareil, c'est bon, là, les gens ont compris, on s'y met, il y a des gens qui bossent dessus. Autant le numérique, ça nous dépasse tellement, les données, le stockage. Enfin, moi, quand j'y pense, ça me donne le vertige, quoi. Ouais, mais en fait, tu vois, c'est important aussi de ne pas se tromper sur l'innovation. L'innovation, ça doit être un amortisseur d'un monde vers lequel on arrive à être plus sobre. Ça ne doit pas être l'innovation pour continuer dans le toujours plus. Sinon, on a perdu, en fait. On n'a pas compris. Parce que là, on est déjà allé très loin dans l'innovation et tu vois, il y a un moment où il faut que ça serve à quelque chose vraiment. Et je pense que le truc le plus important, c'est d'avoir un monde vivable. Donc, je pense que tout doit être tourné vers ça. T'as des innovations, par exemple, sur ce que tu dis, t'as des mecs, d'ailleurs, le brevet appartient à Microsoft et du coup, ils le bloquent au niveau mondial. Et donc, du fait qu'il n'y ait pas d'open source, on perd du temps parce qu'ils n'y arrivent pas. Une innovation à laquelle je pense, c'est tu stockes les datas dans de l'ADN synthétique, l'ADN de synthèse. Tu recrées de l'ADN, tu stockes les datas parce qu'en fait, c'est codé comme un microprocesseur. Et en fait, ça permettrait de faire tenir l'ensemble des données du monde dans l'équivalent d'une pièce qui est même plus petite que ça, tu vois. Arrête. Si, je te jure. Mais ça... Et c'est Microsoft qui a le brevet. Oui, ils ont un brevet. Ils veulent pas le partager. Bah, je sais pas où ils en sont, mais ça n'avance pas, quoi. Est-ce que tu as ça aujourd'hui, non? Non, mais tu vois, là, faut qu'on fasse un appel à lobby, quoi. Ben, faut qu'on fasse un contre-lobby. Il faut qu'on fasse une pétition. Après, peut-être que Microsoft va le mettre en open source parce qu'ils ont aussi cette capacité à faire des choses comme ça. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous, de ce qu'on en a vu, bah... Ouais, mais c'est là pour moi où les réseaux sociaux ont vraiment un rôle à jouer. C'est si demain quelqu'un qui a vraiment énormément d'influence ou plusieurs influenceurs lancent une espèce d'appel à Microsoft en leur disant bon écoutez les gars, vous avez la capacité de clairement transformer la pollution numérique et peut-être de la réduire à très grande échelle, votre brevet là ça suffit, quoi. Mais en fait, si tu veux, je pense que bon, déjà il faut tous qu'on soit moteur et je suis d'accord avec toi, mais je crois vraiment que c'est plus dans l'action que tu fais bouger des trucs que ça marche, tu arrives à faire des trucs fous en mobilisant des communautés et en montrant que les gens sont pas d'accord, mais je crois vraiment que c'est dans l'action. Et là où il y a un truc, moi, que je trouve important, parce que c'est un sujet plus lointain que ça, c'est que même si demain on stocke la donnée dans de l'ADN, en fait, qu'est-ce qui va se passer? On va se mettre à consommer 1 million de fois plus de numérique parce qu'on va se dire on s'en tape, du coup ça prend plus de place. Donc c'est ça le fameux effet rebond. Et donc je pense que vraiment avant tout ça doit être philosophique. Et les gens qui viennent dans Time, ils ont compris ça. Ils sont pas en mode l'innovation pour l'innovation. Et je pense que c'est très important, justement, de philosophiquement, mais c'est un mot qui est très fort parce qu'en fait, c'est plus
Et c'est ce qu'on se disait au début. C'est un mode de vie, c'est quoi. comment je fais pour être juste heureux, à l'aise, comment je fais pour me détacher des besoins, comment je sais quels sont mes besoins, quels sont les besoins qu'on m'inculque et quels sont les besoins que je n'ai pas et auxquels on me fait penser, dont je suis convaincu qu'ils sont hyper importants parce qu'en fait, c'est purement marketing, tu vois. C'est super important, je pense, de réfléchir à ça. Et je crois vraiment, et c'est pour ça aussi que je parle de la nature, parce que je trouve que c'est un bon endroit pour comprendre ça. C'est un bon endroit pour se dire, j'ai pas besoin de grand chose, moi, tu vois, genre je suis un mec tout simple, j'ai besoin d'être avec des gens qui m'aiment, que j'aime et avec qui je me sens bien, tu vois. Des gens où je sens que c'est bienveillant. Et après, j'ai mes besoins primaires, mais ça va pas tant loin que ça, finalement. Et ça suffit, tu vois. Et je crois que l'humanité, là où elle va vraiment réussir, ce tour de passe-passe de ouf, c'est si elle arrive à être plus intelligente que son intelligence. En fait, on est arrivé à un niveau d'intelligence. Est-ce que tu as lu Le Bug Humain ? Non. C'est un livre de ouf, je te le conseille, mais Génial. vraiment, il est oufissime. En gros, c'est Sébastien Bauer qui avait fait ce truc. Et en fait, ce livre, il t'explique qu'on a 2 cerveaux qui sont en permanence en train de se combattre. On a ce qui s'appelle le striatum, qui est un cerveau très ancien, empirique, qui est notre premier cerveau, qui est tout petit, qui est au milieu. Et après, on a le cortex qui recouvre le striatum. Et donc, le striatum, lui, il est là pour la survie. Donc, à l'époque, il y a très longtemps, quand on était dans la savane, en gros, et que, par exemple, on avait l'occasion de manger, le striatum, il nous disait « bouffe à fond, mon gars, bouffe tout ce que tu peux, parce que tu sais pas quand est-ce que tu vas rebouffer ». Quand on devait se reproduire pour survivre, c'était nique à fond. Quand on voyait une information, on devait absolument comprendre que c'était cette information, parce que soit c'était une proie, soit c'était un prédateur, donc ça change tout. Soit tu meurs, soit tu manges. Et en fait, ce striatum, il a appris à nous récompenser quand on fait des comportements de survie. Ces comportements de survie, c'est la profusion, c'est toujours plus. Et donc, c'est tout ce qui nous fout dans la merde aujourd'hui. Et on a créé le cortex par-dessus, en devenant intelligent, qui, lui, fait l'inverse. Il nous crée la profusion, il nous simplifie la vie. Il fait en sorte qu'on crée des Airbus, qu'on puisse bouffer pour moins cher que... Et en fait, c'est ça qui fait qu'il y a plus de gens qui meurent d'obésité aujourd'hui dans le monde que de famine, vraiment. Et donc, ce truc est incroyable parce qu'en fait, il t'explique que le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on est schizophrénique avec ça. Et donc, si on veut vraiment réussir un truc de ouf, c'est pas tout le temps être en train d'innover, de machin, même si c'est crucial et que là, faut le faire, mais c'est à long terme arriver à se dire comment je suis plus intelligent que mon intelligence. Tu vois ce que je veux dire ? C'est un peu perché. C'est peut-être la création d'un 3e cerveau. Hein. Peut-être arriver dans une ère qui fera la synthèse Putain, on aura une tête. de ces deux-là. Les mecs, ils arrêtent jamais. Clair. Ouais. Non, mais c'est passionnant, et je pense en effet que mais d'ailleurs, c'est un peu le problème avec ce que tu disais quand tu dis, je pense qu'il faut que les gens réalisent qu'au final, pour être heureux, il ne faut pas grand-chose. Je pense que c'est très difficile pour les personnes qui nous écoutent et peut-être des personnes de notre génération, à l'heure où la comparaison est très facile sur les réseaux sociaux. Tu vois, il y a des personnes, même je les rencontre, et elles me disent « Ouais, à ton âge, t'as fait tellement de trucs. Enfin, moi, j'ai rien fait de tout ça. » Et tu vois, je sens qu'il y a une comparaison qui ne sert personne au final. Et où du coup, tu vois, il y a toujours un peu cette aspiration à être plus, même pas forcément avoir plus, mais être plus parce qu'on pense que le jour où on sera plus, là, on sera reconnu. Et ce qui est un peu hyper intéressant, c'est que les psys disent qu'au final, tout ce qu'on veut, c'est être aimé. Et qu'au final, le jour où on s'aime et on arrive à se donner, nous, cet amour, on arrête de chercher forcément à toujours être plus. Mais tu vois, ce qui est trop intéressant avec ce que tu dis, c'est que c'est exactement ça. C'est du striatum. Je cherche la survie. Pourquoi je me compare ? Parce qu'en fait, il faut que je sois le meilleur, parce que je serai le meilleur reproducteur, le meilleur truc. Et à la base, c'est ça. Hein. C'est si je suis le mâle dominant le plus attractif, je me reproduis plus. Ou si je suis la femelle la plus attractive, qui a l'air la plus en forme, je vais faire des enfants qui seront en meilleure forme, en meilleure santé, qui ont plus de chances de durer dans le temps. C'est de la survie. Et moi, je me marrais l'autre jour, j'ai poussé le truc loin. Justement, j'étais dans la nature et j'écoutais les oiseaux. Et je me dis, c'est drôle, hein. Pourquoi on gueule comme ça ? Enfin, tu vois, pourquoi ils gueulent comme ça toute la journée, ces trucs ? Et en fait, je me suis dit, c'est pour se trouver, tu vois. Ils gueulent. Il y a un truc qui gueule pareil que moi. Je vais y aller pour me reproduire, quoi. En gros. Et donc, ils finissent par se rapprocher. Il y a d'autres raisons, mais principalement, c'est ça. Et en fait, je me suis marré. Je me suis dit, tiens, nous, on gueule pas dans la rue. On fait pas genre, je suis là, venez me baiser. C'est genre, on fait plus ça parce qu'on est intelligent. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait, du coup ? En fait, on met des stories, tu vois. On dit, regarde ma vie comme elle est trop cool. Mais oui, mais c'est ce qu'on fait. Et en fait, c'est de la survie. C'est de la survie, c'est pour ça qu'on le fait. C'est pas parce qu'on est narcissique et bizarre, c'est parce qu'en fait, on a un truc au fond de nous qui nous récompense si on fait ça, dans le sens où on va être dans des meilleures prédispositions pour survivre. Et c'est là que ça devient très compliqué. C'est qu'en fait, on est devenu tellement intelligent qu'on a compris notre intelligence, on sait comment elle marche, on a conscience de comment fonctionne notre intelligence, mais on se laisse quand même avoir. C'est ouf, tu vois. Moi, ça me fascine. Parce que les systèmes de récompense n'ont pas encore changé.
Je pense, tu vois, il y a vraiment ce Bien côté, sûr aussi, ouais. tu vois, où il y a plein de gens qui disent, enfin, tu vois, même se détacher des récompenses partagées par les réseaux sociaux, c'est difficile parce que c'est un système Bien qui sûr, a ça été marche très inventé bien. pour ça. Et j'ai même pas vu de documentaire dont tout le monde parle sur Les addictologues. ouais, Enfin, oui, la pourquoi dopamine. les gens qui ont créé au final les réseaux sociaux ne mettent même pas leurs enfants dessus, etc. Mais Bah, je faisais ça, tu sais, moi, quand on a piloté Thriller, il y avait quand même 100 millions d'utilisateurs et en gros, on voyait comment faire pour rendre les gens accros. Et en fait, tu fais sécréter de la dopamine, c'est cette molécule du succès, en gros, enfin, c'est la molécule du plaisir. ouais. Donc, ça te génère du plaisir quand tu as eu un comportement de survie. Et en fait, quand tu es socialement accepté, bah, c'est grave un comportement de survie. Parce que tu vas pas te faire mettre à l'écart du groupe et te faire buter. Tu es dans le groupe, donc tu as plus de chances de survivre. Et donc, être socialement accepté, c'est limite le truc le plus important pour survivre après bouffer, baiser, dormir, quoi. Et donc forcément, ces trucs-là, ils jouent à mort là-dessus, puisque nous, on a compris comment créer de l'acceptation sociale avec des petits mécanismes, des petits triggers, ça s'appelle donc des likes, des machins. C'est fascinant, c'est ouf, mais en vrai, c'est hardcore, quoi. Bah, moi, je me demande parfois, ça va être quoi le bout de ça, quoi. Moi aussi. Franchement, on n'a pas la réponse là. J'espère que Black Mirror n'est pas trop précurseur parce que ça fait un peu bader. Après, tu vois, la civilisation avance. Et je lisais ça l'autre jour. Je lisais un truc qui disait on a toujours l'impression que ça va plus mal. Parce que dans les médias, tout a l'air toujours pire, machin. Mais en fait, quand tu regardes les chiffres de l'ONU, en fait, tu vois que par exemple, la précarité dans le monde recule énormément, la famine recule. Bon, il y a eu des sécheresses là récemment, mais vraiment, tu as plein de trucs qui reculent à mort. Et en fait, l'humanité avance. Et du coup, je me suis posé cette question. Je me suis dit, est-ce qu'en fait, le rôle des médias, c'est pas de faire peur tout le temps, pour indigner et faire en sorte que les choses avancent. Parce qu'en fait, ça clique pas, ça marche pas quand t'es pas dans le catastrophisme. Tu vois, les médias, ils sont toujours en train de te parler d'un truc qui va mal. Parce que tu t'indignes. Et vu que tu t'indignes, ça avance. Et on a guillotiné notre roi pour faire une révolution. Et en fait, est-ce que c'est pas ça? Non, t'as raison. Alors, t'as raison parce que bon, pour moi, au final, le rôle des médias, c'est pas de faire peur, c'est de faire vendre. Oui. Et le fait est que faire peur fait vendre. Moi, ça, c'est un truc, c'est pareil, grosse digression, mais perso, je comprends pas du tout pourquoi les frais d'horreur ou ce genre de vidéos marchent extrêmement bien sur YouTube. Je sais pas si t'es au courant, mais tous les trucs de enquête, meurtre, de machin, ça marche du feu de Dieu. Alors, perso, je suis pas du tout consommatrice, moi, voilà, mais. Et donc, je pense qu'il y a un truc très humain de la peur. Bon, après, c'est peut-être un biais psychique aussi, quoi. C'est ok, t'as peur, tu t'inquiètes, donc tu te renseignes, donc t'achètes. Mais moi, je sais que j'ai souvent aussi partagé sur ce podcast, en effet, le côté. Je trouve ça assez terrible que les médias partagent uniquement les mauvaises nouvelles. Souvent, pareil, je me dis, au final, on vit quand même dans une des seules époques où, en tout cas en Occident, on a la chance de pas connaître la guerre. C'est clair. Enfin, bon, après, il y a eu récemment un conflit israélo-palestinien, mais bref, il y en a d'autres dans le monde. C'est pas parfait, mais on n'est pas touché au Quand quotidien. tu penses aux guerres religieuses qui ont juste décimé le monde, voilà. Donc c'est vrai que parfois il faut relativiser. Bah on avance, enfin tu vois, l'humanité avance. Moi je crois que l'humanité avance. Enfin tu vois, je suis résolument optimiste. Je pense aussi que c'est le propre de l'humanité, moi. Mais bien sûr. Et après il y a un moment où on peut toujours être défaitiste et dire que rien ne va. Mais en fait, à un moment, ça changera rien à ta vie, à celle des autres. Si, toi, ta vie, ça va la pourrir. Mais celle des autres, non. Et en fait, je crois que vraiment, le truc de fin qu'il faut se dire, c'est que c'est pas grave en fait, on avance, faisons des trucs, soyons dans l'action, faisons des trucs dans la joie et la bonne humeur, parce qu'en fait c'est comme ça qu'on vivra des belles vies. Et je crois que l'altruisme c'est de l'égoïsme, tu vois, à la fin. Enfin bon, bref, il y a un million de trucs à dire sur tout ça. Mais... Non, très intéressant, l'altruisme c'est de l'égoïsme. Bon alors si on parle, pour terminer un peu de toi, je voulais quand même te demander du coup, cette passion pour la nature, quand est-ce que tu as réalisé que Paris c'était pas pour toi, et qu'est-ce que ça t'apporte de vivre du coup où tu es aujourd'hui? Ouais, alors déjà moi je vis un mois à un endroit, un mois à un autre, un mois à un autre tout le temps. Je prends une en mode coloc. digital nomade ou... Ouais, alors j'aime pas trop ces termes-là, mais en fait si tu veux, juste je prends un endroit et j'invite des gens cool. Donc je mets un post sur LinkedIn et je dis salut, voilà, je me mets là, quelqu'un veut venir. Et donc t'as des gens comme toi, tu sais, des artistes ou qui me disent bah vas-y, moi ça m'intéresse, tu vois, genre, et je viens un mois. Et donc pendant un mois, donc moi je suis toujours à 15-20 minutes d'une gare TGV, j'ai une très bonne connexion là où je suis. Là par exemple j'étais à Osgore pendant un mois. Énorme. Et pendant un mois je passe un temps à être dans des endroits très jolis parce que je sors, il y a la plage, les couchers de soleil, et en même temps je peux bien bosser. Comment j'ai réalisé que Paris c'était pas pour moi? En fait très vite, parce que je me suis toujours senti oppressé dans les villes. J'aime bien cette énergie qu'il y a, on peut aller vite, faire plein de rendez-vous, mais en fait je vois que du gris tout le temps à perte de vue, et je sens pas que j'ai mon échappatoire, que j'ai mon moment aussi pour justement prendre du recul. Et donc moi ça me met mal à l'aise. Je peux comprendre que ce soit pas le cas de tout le monde, mais moi personnellement j'ai l'impression qu'il me manque un truc, tu vois. Et j'ai l'impression que je peux faire tout ce que je veux en étant dans un endroit où en plus je suis hyper à l'aise et j'ai en plus accès à des endroits où je me sens bien.
Tu sais, on a vécu dans des arbres il n'y a pas si longtemps que ça, et on a vécu beaucoup plus longtemps dans des arbres que ici dans ces murs de béton. Et d'ailleurs, ces murs de béton, on y vit depuis quoi, quelques centaines d'années tout au plus, tu vois. C'est pas normal pour nous, ça. Et tu te vois à long terme avoir ce mode de vie-là ? C'est-à-dire de vivre... de vivre en changeant d'endroit régulièrement. Non, parce qu'à la base, je fais ça pour chercher le spot où j'ai envie de vivre. Tu vois, je me dis toujours, tiens, où est-ce que j'ai envie de vivre ? Je vais tester. Et c'est l'erreur à haute fréquence, comme on a dit. Mais en plus, ça me permet de rencontrer des gens vraiment cool et vraiment d'aller plus loin que les clichés sur les gens. Ouais. Tu vois, j'ai beaucoup de potes youtubeurs, justement. Et en fait, t'oublies les followers, toutes ces conneries. T'es juste avec quelqu'un et tu découvres cette personne. Et ça, je trouve ça trop cool. Et tu vois, moi, je sens que c'est pareil. Ils oublient l'entrepreneur qui vend des boîtes, ils s'en branlent, en fait. Et en fait, t'es juste avec un pote. Et ça, c'est trop bien. Et c'est dur à créer, ça. Et en fait, ce format-là crée vachement bien ce truc-là. Et du coup, je trouve ça cool, tu vois. Puis on invite nos potes, nos meufs. Donc, en plus, on se fait des réseaux. Tu vois, pour moi, la réussite dans la vie, c'est faire une pétanque où on est 50 potes quand t'as 50 ans, tu vois. C'est trop cool. Ce sera peut-être le titre de l'épisode. La réussite, c'est faire une pétanque à 50. En vrai, c'est cool quand t'as plein de potes à 50 piges qui sont tous des gens intéressants et que tu les as rencontrés comme ça dans des trucs bêtes. J'allais te dire, comment est-ce que tu les rencontres ? Parce que peut-être il y a des personnes qui se posent la question, notamment après cette année particulièrement difficile. Comment rencontrer des gens ? Comment avoir cette moyenne-là qui te permet de toujours être tiré vers le haut ? Moi, vraiment, j'ai toujours fait gaffe à ça. Je me dis toujours, faut que je sois avec des gens meilleurs que moi. Et tu vois, mes associés, ils ont tous 10 ans de plus que moi. C'est des oufs atomiques. Et du coup, toute la journée, je me dis, oula, mec, t'es pas au niveau. Vas-y, bam, et j'avance, tu vois. Et ça, c'est trop bien. Et j'ai toujours fait ça. Quand j'étais plus jeune, j'avais toujours des potes qui avaient 5-6 ans de plus que moi. Donc déjà, c'est cool de s'entourer de gens un peu plus âgés que soi. Et après, je pense qu'il faut aller vers les autres. Tu vois, les autres, je pense que tout le monde, à la fois, a envie de manager des gens, mentorer des gens, c'est le bon mot, et cherche des mentors. Et je crois que c'est ça le bon équilibre de la vie. Donc, des gens plus âgés ou plus expérimentés vont avoir envie de vous aider parce que c'est comme ça, c'est cool. Puis eux-mêmes, ils auront leur mentor. Et puis vous aussi, mentorez des gens. Et je crois que c'est cool. C'est un mot un peu gros, tu vois, mentorer. Mais en fait, c'est juste devenir ami. C'est ça la fin de l'histoire. Nouer des liens, quoi. Ouais, voilà. Et je pense que la bonne façon de faire, c'est encore une fois d'être dans l'action. Tu mets un petit post sur LinkedIn ou où tu veux. Voilà, tu dis salut les gars. Voilà, Et en fait, moi, par effet de réseau, maintenant, je rencontre plein de gens aussi, tu vois. Genre, toi, on se rencontre complètement par effet de réseau. T'as l'air très cool. Voilà, je pense qu'on saura apporter des choses, que dans la vie, il y aura des trucs, voilà. Ça se fait naturellement, en fait, juste en étant dans l'action, quoi. Comment est-ce que tu progresses ? Franchement, en me prenant des grosses gifles dans la gueule, le plus grosse possible, quoi. Vraiment, c'est toujours ça. Et je me rappelle, quand j'ai terminé toutes mes boîtes, Thriller et tout ça, je me suis dit, maintenant, je veux consacrer ma vie à l'urgence climatique. Sinon, ma vie me saoule. En fait, je me disais, ça n'aura pas assez de sens. Il n'y a que ça qui va me faire vraiment trouver du sens. Et vu que je comprenais le truc, je me disais, tout le reste, ça me paraît pas ouf, quoi, tu vois. Et en fait, je me suis dit, il faut que je sois dans la cage au lion. Il faut que je sois avec des malades. Il faut que je sois avec des gens où tous les jours, je me dis, il faut que je progresse. Moi, j'ai jamais monté un fonds d'investissement parce qu'en fait, c'est ça qu'on fait aussi derrière. Tu vois, là, on lève des millions d'euros tous les mois. Donc, faut qu'on structure tout ce bordel. Je connais rien à la base. Et donc, j'ai dû tout apprendre. Et en fait, c'est pareil dans tout. Et j'ai eu la chance, grâce au sport, de découvrir ça. Le sport, ça te sort de ta zone de confort. Je me rappelle la phrase du premier jour de fac de sport, c'était « Le sport, c'est pousser son organisme vers ses limites pour le contraindre à s'adapter. » Et en fait, l'entrepreneuriat, c'est pareil. Je crois que tant que t'es confort, à 100% confort, t'avances pas trop, quoi. Et je crois que, je sais plus qui c'est qui dit ça, mais soit t'avances, soit tu recules, ça doit être dans un film. Mais en fait, vraiment, je pense que c'est important. J'avais vu un truc qui disait que quand tu prends des vacs, après 2 jours de vac, tu perds 20 points de QI. C'est un truc de ouf. Si tu fais vraiment rien, si tu t'allonges sur la plage et t'es avec un cocktail et voilà. Et en fait, je pense que vraiment, moi j'ai soif d'apprendre, j'aime bien ça, je suis curieux. Et je crois que le contact de gens meilleurs que toi, c'est trop bien. Faut chercher des gens meilleurs que toi et les écouter, tu vois. Et juste, tu te dis, vas-y mec, explique-moi ce que tu fais, quoi. Et c'est trop cool. Donc tu prends pas toi de vacances ou si, bien sûr. T'es quand même dans cette... Je perds 20 points de QI, t'inquiète. J'assume, c'est pas grave, je pense que ça se reprend facilement. Donc t'arrives à trouver, parce que ce qui est difficile aussi, c'est que non seulement t'es entrepreneur, en plus c'est un projet que t'as fondé, et en plus t'es dans une urgence où en fait tu pourrais bosser jour et nuit, quoi. Qu'est-ce qui te permet de pas y consacrer toute ton énergie et d'avoir quand même une vie à côté aussi, quoi? C'est un vrai sujet. J'aime pas dire vie à côté parce que je trouve que du coup ça fait une dichotomie entre ouais, c'est clair. Ton projet et la vie. Non, tout est lié. C'est ma vie. Mais ce qui te permet de aussi faire autre chose, tout simplement. C'est quoi ta réponse à toi, à cette question, si tu te la poses à toi-même? Alors ma réponse, c'est que je suis dans une phase de ma vie où je donne quand même 90% à mes projets parce que c'est ce qui m'épanouit le plus. Ouais. Et j'essaye d'être de plus en plus à l'écoute de ce qui me rend heureuse. C'était ma seule résolution de l'année 2021. D'accord. Donc voilà, j'adore le sport, donc j'en fais, je ne sacrifie pas ça. J'adore lire,
donc je lis tous les soirs alors que j'ai Trop sacrifié bien. pendant pas mal de temps. J'adore manger, donc je mange très souvent. Tant que je peux. Tant que je peux. Et voilà, c'est d'être à l'écoute, quoi. Ok. De ce qui me fait vibrer. Bah tu vois, je partage vraiment. Je pense que, moi en fait, à un moment, je me suis un peu perdu parce que j'avais 3 boîtes, Thriller et 2 boîtes, et donc j'avais des bureaux à Lyon, à Paris, à Grenoble. Enfin, tu vois, l'enfer, il y en avait de partout. Et en fait, je devais faire du 90 heures par semaine de taf. Et donc, je faisais moins bien mon sport, j'étais moins souvent dehors, tous les trucs qui me rendent heureux. Et en fait, j'étais moins bon, quoi. J'étais moins productif, j'avais moins des résultats, ça allait pas, quoi. Et je me suis dit, mais à quel moment on nous a enseigné que les mecs qui réussissent, c'est les gars qui travaillent le plus? Tu vois, c'est une énorme connerie. C'est Elon Musk qui dit ça. Si tu veux réussir, travaille 100 heures par semaine. Mec, t'as beau être le plus riche du monde, franchement, non, je te chie dessus, quoi. Non, Ouais, non, mais ça marche je pense juste que ça marche pas lui pour tout le parce monde. qu'il est quand même spécial, quoi. Mais non, mais bien ouais. sûr, si lui, ça marche pour lui, très cool. Donc, Mais en fait, j'en je pense fasse pas qu'il y a des une gens, règle. ils vont travailler 40 heures par semaine, ils sont monstrueusement performants et c'est très bien. Et en fait, je crois que la seule réponse à ça, c'est l'équilibre. C'est toujours être dans l'équilibre entre ce que t'aimes, ce dont t'as besoin. Tu vois, c'est important de voir ses potes, tu peux pas tout sacrifier. À partir du moment où quelque chose devient un sacrifice, c'est fini. Même si c'était le truc le plus cool que t'aies jamais monté et si ça t'a transcendé, si ça devient un sacrifice, c'est fini. Si ça devient un poids sur tes épaules, arrête ou ralentis. Réorganise-toi, tu vois. Et vraiment, ça, c'est long à comprendre, quoi. Moi, j'ai mis 10 ans, hein, vraiment. Mais Et écoute, en fait, tu te fumes, quoi. Tu sais, tu t'épuises, tu te fatigues, Ouais. tu te vieillis. Et tu te dis, mais pourquoi je deviens esclave du truc qui m'avait pourtant tant motivé, quoi. Totalement. C'est Ne trop jamais triste. devenir esclave de ce qui à la base nous rend heureux, quoi. Et- J'espère qu'on arrivera à faire gagner du temps aux personnes qui nous écoutent. Mais c'est clair. Et tu vois, c'est un peu un truc que je vois chez les écolos qui vraiment se battent et se butent sur leur sujet. C'est qu'en fait, à la fin, ils ont perdu, quoi. Parce qu'ils se sont tellement butés, ils ont tellement cherché à convaincre les autres, ils ont tellement mis d'énergie, ils ont tellement mis leur âme qu'en fait, ils se sont tués, quoi. Et je pense qu'ils seraient plus efficaces ponctuellement, en ayant un bon équilibre de vie, en étant très heureux, en faisant les actions qui leur permettent de se sentir bien, et juste en portant leur message, en continuant de le faire. Parce qu'en fait, tu te grilles, quoi. Et il y a Et plein c'est de pas gens le comme but. ça qui se grillent, quoi. Écoute, je vais te poser la dernière question, la question signature du podcast. La ultima. Ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie? Ouais. En fait, je crois, c'est bizarre, hein, mais je crois que c'est s'en foutre. Prendre le pouvoir de sa vie, c'est apprendre à s'en foutre. C'est ce qu'on disait au début. Pas s'en foutre en mode je suis un vieux grincheux et je m'en fous. Je pense que tout le monde a compris ce qu'on veut dire par s'en foutre. C'est juste se dire tout ce que je fais dans ma vie, je le fais pour moi. Je le fais pour des raisons qui me sont chères ou qui me sont propres. Et j'ai pas peur de ce qui se passera. Et ça me dérange pas. Et j'ai pas grand chose à prouver. Prendre le pouvoir de sa vie, c'est arriver à plus avoir besoin de prouver des trucs. Même si c'est un très bon moteur quand t'es ado, machin. Mais en fait, c'est vachement cool de rien avoir à prouver, tu vois. Moi, franchement, je vais le dire très honnêtement ici, publiquement, si Time for the Planet, ça foire, ça aura foiré. Mais en fait, j'aurais fait de mon mieux, on aura tous fait de notre mieux, on se sera défoncé la gueule, on aura fait vraiment tout ce qui était en notre possible, on y aura mis nos vies, tu vois. Enfin, on est bénévole, on gagne pas 1 euro avec Time for the Planet, ça fait 1 an et demi qu'on fait 50 heures par semaine bénévolement. Et si ça foire demain, bah, je serais quand même content. J'aurais fait de mon mieux, quoi. Et je ferais autre chose. Et tu vois, c'est pas grave si ça meurt, si ça marche pas, c'est pas grave. Et en fait, quand t'as plus cette pression, je crois que c'est là que ça marche. C'est vrai. Je te le souhaite et je sens que ça va marcher. Bah, j'espère, merci. Merci beaucoup Arthur d'être venu Merci à toi, sur Louise. InPower. Pour les personnes qui maintenant meurent d'en savoir plus sur Time for the Planet, où est-ce que tu veux qu'on les redirige? Eh ben, sur time-du6planet.com. Voilà. Génial, je mettrai tout ça dans les notes du podcast et j'espère à très vite. Merci, à très vite. Salut.